je m'appelle Nicolas Galita. Je travaille dans une boîte qui s'appelle Linkhumans. Ça, c'est quoi Linkhumans? C'est une entreprise dont le cœur, en fait, est de se dire que le recrutement mérite son école. Et donc, il y a plein d'applications à ça, parce que nous, on est des gens qui ont été frustrés à notre époque parce que on n'a pas eu d'école du recrutement, il n'y a pas forcément de formation. On y reviendra. Et du coup, on a, pour l'instant, un produit qui s'appelle 3 Academy, qui est une école virtuelle en attendant de faire un giga campus à Paris, avec plein d'élèves. Pour l'instant, on fait via 3 Academy, et c'est comme ça qu'on met en œuvre notre mission, et aussi parce qu'on vient de lancer donc le réveil de recrutement, où on va essayer aussi de remettre de l'inspiration. Par curiosité, qui ici dans la salle est RH généraliste? Oh, hello, bienvenue. 2 personnes. Qui est recruteur interne dans l'entreprise? Et du coup, tout le monde cabinet? Ok, et juste des gens curieux, ni l'un ni l'autre. Ok. Toujours par curiosité, qui trouve que 18h c'est trop tôt? Qui trouve que c'est trop tard? Fallait venir à 8h du matin. Ok, donc grosso modo c'est trop tôt. Bah, la prochaine fois on essaiera de la faire plutôt à 19h. Donc voilà, l'idée, ce que je vous disais, c'est le réveil du recrutement, c'est autant adressé à vous qu'à moi. Je me suis rendu compte qu'on a tendance aussi dans le métier à reposer sur nos acquis, à faire toujours les mêmes choses. Donc l'idée du réveil du recrutement, c'était de se dire, on va faire les conférences qu'on aurait aimé avoir, plutôt que d'attendre que quelqu'un les fasse. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir des conférences qui soient plus dans l'inspiration. Donc si vous êtes venu apprendre, c'est raté. Il n'y aura pas d'apprentissage aujourd'hui. Pour apprendre, on a autre chose. L'idée là, c'est vraiment plutôt d'avoir de l'inspiration, de réfléchir ensemble. Donc, je peux vous faire 4 promesses pour ce soir. Si elles sont pas respectées, c'est que j'aurais raté ma mission. Première promesse, c'est qu'on parlera pas de futur. J'en veux plus, moi, de parler de futur de recrutement. Ça fait 10 ans que tout le monde parle des mêmes trucs dans le futur. Donc, on parlera pas de futur. C'est déjà assez compliqué de comprendre le présent pour qu'on parle de futur. Vous avez dû remarquer d'ailleurs avec les élections présidentielles actuelles que c'est quasiment impossible de prédire le futur. Donc on va rester sur le présent pour aussi une autre raison, qui est que on a souvent tendance à vouloir toujours penser le futur, et en fait à force de vouloir anticiper la révolution, pour demain elle est jamais pour aujourd'hui. Donc on va essayer vraiment de voir qu'est-ce qu'on peut faire nous à notre échelle, toujours dans l'aujourd'hui. Numéro 2, toujours pareil avec Linkhumans, donc pas de langue de bois. Donc, il y aura pas d'ubérisation, il y aura pas de big data, il y aura pas de génération Y, il y aura pas de transformation digitale. Donc, on va essayer vraiment de parler très concrètement. Si je dis un mot de langue de bois, n'hésitez pas à me faire un signe de la main. Normalement, on ne devrait pas s'ennuyer. Et enfin, on parlera pas d'outils aujourd'hui. On parlera pas d'outils pour la simple et bonne raison qu'il y a aussi une fascination de toujours vouloir parler d'outils. Vous savez, les mauvais ouvriers ont toujours de mauvais outils. Donc l'idée, c'est que on va voir ce qui se passe en dehors des outils. Pour ceux qui veulent vraiment voir des outils, on a un site qui s'appelle unoutildesourcingparjour.com. Donc vous pouvez aller vous connecter et mettre votre email, et vous recevrez tous les matins à 9h un outil. Mon histoire personnelle avec le sujet, donc le recrutement n'est pas RH, c'est que moi je suis arrivé dans le secteur de la RH par hasard, même par déperdition, parce que je savais pas quoi faire. Comme beaucoup de gens, on arrive, ça a l'air très transverse, très global, on sait pas quoi faire. Donc j'ai commencé avec un stage chez EDF à l'époque, qui était en RH, et j'ai vécu très très vite quelque chose de super étrange, c'est que il y avait des tâches qui m'intéressaient, notamment les entretiens, etc. Et il y avait des tâches qui me paraissaient vraiment allergiques. C'est-à-dire, on m'a fait trier des fiches de paye, etc., etc. Enfin, tout ce qui ressemble en gros à du secrétariat, sans dénigrer le métier de secrétaire, mais il y a une grosse partie qui moi, en tout cas personnellement, me faisait penser à du secrétariat. J'ai eu de la chance, c'est que j'ai pas eu de master RH dans mon école. Donc c'est là où j'étais sauvé, c'est que j'ai pas l'adaptation de faire un master RH, donc j'ai fait un autre master. Et j'ai quand même été ramené au recrutement plus ou moins par hasard, puisqu'à l'époque, ce qui m'intéressait vraiment, c'est plutôt les startups. Et il se trouve que, contrairement à ce qu'on peut penser, le plus compliqué pour une startup, c'est pas de trouver de l'argent, souvent, c'est de recruter des développeurs. J'ai vu des regards très compatissants. C'est extrêmement compliqué. Et c'est comme ça qu'on s'est revenu au recrutement, et aussi à me dire que voilà, le recrutement m'intéressait en tant que tel, la RH beaucoup moins. Ça a donné lieu aussi à un article que j'avais écrit sur le blog, et j'avais notamment ce retour d'une personne qui me disait voilà, grâce à ce texte, j'ai enfin compris pourquoi certaines parties me révulsent dans les RH, certaines parties m'attirent. Et donc ma révélation, qui est l'idée clé de cette conférence, c'est que en fait, à beaucoup d'égards, on parle pas la même langue.
Et comme on croit qu'on est dans le même pays, on s'adresse à des gens, comme un peu comme en Belgique. Vous voyez, il y a deux types de peuples et on parle en français à des gens qui parlent flamand et forcément ça passe pas. Ils avaient vraiment deux peuples différents. Et les deux régions que j'ai identifiées sur la RH, c'est d'un côté vous avez, alors j'ai mis la Flandre au hasard, hein, je sais pas s'il y a des Belges, je ne le voyais pas comme un message politique. Première partie, la Flandre qui serait donc tout ce qui est gestion de la paye, gestion du temps des collaborateurs, relations sociales, juridiques, etc. Voilà, tout ce qui, moi, m'attire pas. Et vous avez de l'autre côté la Wallonie, avec la gestion des talents, la formation, etc., etc. Donc vraiment la dimension marketing du recrutement. Et malheureusement ou heureusement, c'est des cultures qui sont assez incompatibles. Je pense qu'on s'en rend pas forcément toujours compte, dans la mesure où forcément, si ce qui vous attire, c'est les tâches administratives, vous n'aurez pas câblé pour faire du recrutement. Et vice versa, si ce qui vous attire vraiment, c'est le recrutement, vous aurez du mal à être câblé à faire l'administratif. Par exemple, moi, je suis très allergique à l'administratif. J'ai payé mes impôts de 2013 en mars 2015. Pour vous donner un peu quand Thomas Thévenoud a dit qu'il a une phobie administrative, moi j'ai compris ce que ça voulait dire. J'ai pas rigolé, je me disais, ah oui, ça existe, je suis aussi victime de cette phobie. Donc vous avez vraiment deux compétences différentes. De la même manière qu'on ne demande pas à un comptable de faire de la vente. Pourquoi est-ce qu'on met des gens à l'administration pour faire du recrutement? Donc c'est la question qu'on se pose. Et malheureusement, il y a un gros souci, c'est que donc il y a deux régions dans un même pays, mais il y a un mépris de l'un vers l'autre. Donc il y a vraiment quelque chose que j'ai du mal à comprendre au tout début. Vous avez un mépris souvent de la RH non recrutement envers le recrutement tout court. Et moi j'ai été en contact avec ça la première fois en école. J'ai donné des cours en école de commerce de recrutement et en demandant aux élèves s'ils voulaient recruter, et on me disait ben non, nos profs nous ont dit que le recrutement c'est une mauvaise idée. Et donc il y avait cette dimension de la RH, c'est noble, et le recrutement c'est quand tu commences. Donc il y a vraiment cette dimension. La dernière fois, pareil, j'étais à l'IGS, j'ai croisé une prof dans l'ascenseur. Dans l'ascenseur, vous savez, vous êtes obligé de parler avec les gens. Donc j'ai fait semblant de m'intéresser à sa vie. Donc je lui ai demandé ce qu'elle faisait comme cours, et elle m'a demandé du coup en retour ce que je faisais. Je lui ai dit le recrutement, elle dit ah le recrutement, c'est une petite partie de la RH ça. Ouais, il y a vraiment ce mépris que vous avez. Vous avez des phrases qu'on entend du type si tu restes trop longtemps dans le recrutement, tu pourras plus en sortir. Qui est une phrase très étrange. On n'est jamais à quelqu'un dans le marketing, si tu restes trop longtemps dans le marketing, tu ne pourras pas en sortir. Quand on dit ça, ça veut dire qu'on a intégré que le recrutement, c'est une tâche de galérien. Et du coup, c'est un espèce de grand bizutage. En vrai, vous avez un bizutage géant où vous commencez dans le recrutement et après, si vous êtes assez bon, vous êtes dans la RH et vous avez une sorte d'hégémonie culturelle. Quand vous regardez bien, la partie administrative de la RH, elle règne en entreprise, à un tel point que quand on pense RH, on pense souvent du coup à l'autre partie. Et vous le voyez aussi dans le message et les annonces que postent les gens. Il y a beaucoup de gens qui sont en fait des gens de l'administratif et qui du coup écrivent des annonces comme on écrit une lettre des impôts. C'est pour ça que 90% des annonces sont ennuyantes, parce que les gens écrivent comme dans l'administratif. Quand vous recevez les messages du type bonjour Intel, j'ai une opportunité pour vous, est-ce que c'est susceptible de vous intéresser, veuillez m'envoyer votre CV, vous écrivez comme un contrôleur des impôts en fait. Alors ça, personne ne me croit quand je le dis. Dans les formations que je fais, vous avez environ un tiers des gens qui n'ont pas de profil LinkedIn, qui n'ont pas du tout LinkedIn, donc des recruteurs qui n'ont pas LinkedIn. Pourquoi? Parce qu'encore, c'est des gens qui viennent de l'administratif et qui n'ont pas cette appétence pour aller parler à des gens, convaincre, etc. Et donc, d'où le fait que c'est un vrai métier. Et là où il y a un paradoxe, c'est que autant il y a une hégémonie culturelle du RH intra-entreprise, autant à l'extérieur, c'est l'inverse. Quand vous parlez à des gens qui ne sont pas dans le milieu, quand ils pensent RH, ils pensent recrutement. Quand je dis à mes amis que je fais des formations en recrutement, ils me disent toujours « Ah, t'es formateur RH ». Et quand on interroge les gens, vous avez 61% des salariés, quand vous leur demandez quelles sont les tâches de la RH, soit ils savent pas, soit ils répondent au recrutement. Loin devant tout le reste. Donc vous avez une situation inverse qui est intéressante à observer. De l'extérieur, les gens assimilent la RH et le recrutement et ils comprennent pas forcément ce que fait le reste de la RH. D'ailleurs, moi non plus, je comprenais pas ce que faisaient les gens en RH. J'ai dû l'apprendre pour la conférence. Parce que, effectivement, comme moi je viens de Wallonie, quand ils me parlaient en flamand, je comprenais pas ce qu'ils racontaient. Et ma question, du coup, que je me suis posée, parce qu'en fait, le paradoxe est d'autant plus grand que quand on regarde l'historique de la fonction,
il n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. J'ai fait appel il y en a certains d'entre vous que je vois ici qui m'ont répondu. Je fais appel à la communauté pour me dire qui sait comment la fonction RH est née et pour me recommander des lectures sur l'histoire de la fonction. Et je pensais qu'en fait c'était une fonction qui venait de l'administratif du coup et qui au fur et à mesure était parti au recrutement. En fait c'est tout à fait l'inverse. Historiquement, quand la DRH naît, c'est un service du personnel. C'est un service du personnel et le premier poste RH, c'est responsable recrutement. Et donc, c'est des gens qui recrutaient des ouvriers pour des usines. Et la mission première du recruteur en 1906, c'était d'éviter d'engager des salariés engagés politiquement. Ça me fait réfléchir sur l'origine de notre métier. On nous a engagés pour éviter d'embaucher des syndicalistes. Ça peut être plus ou moins encore le cas. Ce qui veut dire qu'à une époque, les RH étaient le recrutement. Le RH était le recrutement. Vous avez un basculement qui s'est opéré dans les années 80. Pourquoi? Parce que les salaires augmentant, les conditions s'améliorant, le coût des salariés est devenu un frein au développement économique de l'entreprise. Donc, on a transformé la gestion du personnel en ressources humaines, ce qui confirme une intuition que j'avais depuis très longtemps. Dans le ressources humaines, ce qui est important, dans RH, ce qui est important, c'est pas le H, c'est le R. C'est le ressources. En vrai, c'est une discipline qui a été pensée pour gérer des ressources. Avec tout ce qui s'ensuit derrière. Du coup, je me suis demandé qu'est-ce qui faisait que la RH non recrutement avait une telle domination. J'ai plusieurs pistes, j'ai pas élucidé le mystère. Une des pistes, c'est peut-être parce qu'ils sont beaucoup plus, tout simplement. Quand vous regardez, vous avez dans l'effectif RH, vous avez 8% seulement des gens qui sont des recruteurs. Ça veut dire que 92% des gens, c'est pas des recruteurs. Donc forcément, s'ils sont plus que nous, bah, ils ont plus d'influence. Il y a aussi cette dimension que je vous ai dit entre la culture administrative et la culture talent. Je vous dis recrutement par abus de langage, mais en vrai, ce que je voudrais dire, c'est direction des talents. Donc, une direction des talents avec, évidemment, je rapproche la formation du recrutement. Je rapproche le marketing employeur du recrutement, par opposition à la gestion de paie, la gestion du temps, etc. Et en fait, vous avez une hiérarchie secrète dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est quoi la hiérarchie secrète? Et dans mes recherches, je suis retombé sur un article de Valère qui était intéressant, Valère Desmazières, qui disait que grosso modo, le recrutement, c'était une porte d'entrée des ressources humaines. Donc, on ne s'avoue pas forcément, mais en fait, c'est une porte d'entrée. Tu es stagiaire, tu es alternant, et puis au bout d'un moment, tu montes. Et ce qui fait que beaucoup d'élèves que moi, je croise en école, ils veulent pas faire vraiment du recrutement. Ils veulent juste faire du recrutement pour rentrer par la petite porte. Parce qu'ils savent que ça embauche et que après, la plupart des élèves que je rencontre avec qui je discute, ils vont me dire, voilà, je vais faire du recrutement pendant 1-2 ans. Et après, je vais pas être enfermé. Du coup, je vais monter en RH. Et pire encore, on y reviendra, vous avez même une hiérarchie interne au recrutement. Vous avez les vrais recruteurs et les gens qui font du sourcing. On a trouvé le moyen de faire une hiérarchie dans la hiérarchie. On a une autre raison, c'est que il y a une ultra domination dans les formations. Quand vous regardez le cœur des formations en RH, elles sont toutes concentrées sur tout le reste des disciplines. Le juridique, les relations sociales, enfin, gérer les syndicats, la paie, etc., etc. Vous avez très peu de recrutement. Les cours de recrutement sont souvent obsolètes et vous avez alors de plus en plus vous avez des gens qui font des efforts là-dessus. Et c'est assez marrant parce que vous avez des masters en bobsleigh et en sport de glisse. Vous avez des masters en management et ingénierie du sport en haute montagne. Mais il n'y a pas de master recrutement. Qui est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on se lève le matin, c'est voilà, on pense qu'il devrait y avoir un moment une formation en recrutement et que c'est un drame absolu parce qu'en fait ça crée des dégâts. Ça crée de vrais dégâts. Premier dégât, c'est que vous avez peu de recruteurs. Je vais m'expliquer là-dessus, je l'ai dit ce matin pour ceux qui étaient là. Vous avez beaucoup de gens qui sont en fait juste des gens qui font du recrutement et pas des recruteurs. De la même manière que vous avez des gens qui font la cuisine et des cuisiniers. Moi, je suis pas un cuisinier, je fais de temps en temps la cuisine. Je me fais livrer le plus souvent. Mais et il faut de tout pour faire un monde. Hein. Je suis pas en train de vous dire que tout le monde devrait être chef étoilé. C'est juste que on manque de cette compétence, on manque de vrais recruteurs. C'est pas compliqué. Si vous voulez identifier quelqu'un qui est pas un recruteur, écoutez quelqu'un vous dire que le sourcing c'est chronophage.
Quelqu'un qui vous dit que recruter, ça prend du temps, ben, en général, c'est pas un recruteur. De la manière qu'un pizzaiolo vous dira pas que faire une pizza, ça prend du temps. Donc, vous avez beaucoup de gens qui sont pas des recruteurs et du coup, ça s'insère dans le recrutement s'insère dans une partie de leur poste. Je regarde spécialement les RH, pas dire de bêtises, mais et du coup, le recrutement étant une partie parmi une autre, vous allez devoir l'arbitrer, comme c'est pas votre métier à part entière. Le problème que ça pose de pas avoir de formation, c'est que du coup, vous manquez de crédibilité. On manque de crédibilité. Un des gros problèmes que les gens me remontent avec leur direction, avec leur interaction, c'est que tout le monde pense savoir recruter. Tout le monde a l'impression de savoir faire un entretien, tout le monde a l'impression, etc., etc. Et du coup, c'est très, très dur de venir avec une expertise et de dire, voilà, moi, je sais que la bonne pratique, c'est de faire un entretien structuré. Moi, je sais que la bonne pratique, c'est de faire ci, ça, puisque il n'y a pas de formation, tout le monde fait sur le tard et vous n'avez pas de légitimité derrière. Ce qui vient du fait qu'il n'y a pas de formation. Deuxième problème, c'est que négliger le recrutement, c'est assez dangereux. Parce qu'en vrai, le recrutement conditionne tout. C'est une idée que j'ai retrouvée dans un livre que j'ai déjà amené, ouais, qui est un livre du DRH de Google, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, enfin, de l'ancien DRH de Google, s'appelle Work Rules, et il explique justement qu'à Google, ils se sont dit que le recrutement règle tous les problèmes RH. En vrai, un bon recrutement vous règle les problèmes de formation, ça vous règle les problèmes de paye, ça vous règle les problèmes de turnover, parce que le recrutement, forcément, je dis pas qu'il crée toute la valeur ajoutée, mais en tout cas, il la conditionne entièrement. Si vous faites un mauvais recrutement, bah vous faites un mauvais recrutement. Vous pouvez pas vous en débarrasser. Et il fait une autre remarque que j'ai trouvée intéressante, c'est que souvent les entreprises confondent le vice et la vertu en vous disant que voilà, nous on investit sur nos collaborateurs, on a X euros de formation. Et lui il dit mais peut-être que c'est parce que les gens sont pas bons à la base et qu'on les a mal recrutés qu'il faut les former. Et que personne ne se vante jamais d'être en forme parce qu'il a mis 500 euros dans un club de gym. Et donc forcément, si vous recrutez mieux, vous avez moins de problèmes dans le reste de la RH, d'où l'intérêt de vraiment affirmer la fierté du recrutement. Troisième problème, vous manquez de spécialistes. Vous manquez de spécialistes parce que les ressources humaines, malheureusement, drainent beaucoup de gens perdus. D'ailleurs, je le sais, moi, je fais partie de ces gens perdus. Pourquoi? Parce que vous voyez ressources humaines et du coup, ça a l'air transverse, vous savez pas quoi faire, vous êtes perdu, vous voyez de la lumière, vous rentrez. Il y a 80% de mes élèves, c'est ça. Ils ont vu de la lumière, ils sont rentrés. Et le pire du pire, la phrase qui me mérite ses poils à chaque fois, c'est je suis venu pour l'humain. Comme si les médecins travaillaient pas avec des humains. Comme si au marketing, il n'y avait pas d'humains. Comme si les commerciaux, il n'y avait pas d'humains. Donc, si vous voulez travailler avec de l'humain, soyez psychologue. Soyez pas recruteur. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui viennent là-dessus, qui savent pas trop, qui sont perdus, et je le dis d'autant plus sereinement et sans jugement que c'était mon cas aussi à moi au début. Et la question, c'est quelles sont les vraies compétences qu'on va développer. Donc, parmi les vraies compétences, l'idée, c'est d'arrêter de prendre des gens justement qui viennent pour de l'humain et prendre des gens qui connaissent le business, qui savent comment on articule des personnes, qui aiment être au croisement entre l'écriture, entre le marketing, entre la vente, entre la psychologie, entre la conviction. Voilà, il y a plein de disciplines que vous avez dans le recrutement. Et d'ailleurs, moi, les meilleurs livres de recrutement que j'ai lus, c'était pas des livres de recrutement. C'est des livres sur le marketing, sur le hacking, voilà, et on peut s'inspirer en recrutement parce que le recrutement a la chance d'être une discipline qui est vraiment au carrefour de tout. Quatrième problème que ça pose, et je vous le disais, on méprise souvent le sourcing. Comme le sourcing, c'est une tâche qui est en amont, on a beaucoup tendance à le donner à des stagiaires. J'observe encore très souvent. On a des chargés de sourcing. D'ailleurs, le nom chargé vous dit bien à quel point les mecs sont encorvés. Et on se débarrasse de ça en se disant que le vrai recrutement, c'est l'entretien. Et d'ailleurs, quand je parle aux gens, ça m'arrivait encore tout à l'heure, chaque fois que je dis que je suis dans le recrutement, on me parle de l'entretien systématiquement. Alors que l'entretien n'est que la partie émergée de l'iceberg. En vrai, le sourcing conditionne tout. Si jamais je vous source les 3 meilleurs plombiers du coin, l'entretien est une formalité, vous aurez les 3 meilleurs. Si je vous mets les 3 pires, il faut être le meilleur intervieweur du monde, ça ne changera rien. Donc, encore une fois, je ne dis pas que toute la valeur ajoutée dans le sourcing, mais en tout cas, elle est tout entière conditionnée par le sourcing. Et donc, quand quelqu'un vous dit qu'il n'aime pas le sourcing, ce qu'il n'aime pas, c'est le recrutement, en fait. Parce que malheureusement, le sourcing fait partie de la fonction recrutement, malheureusement ou heureusement. J'ai eu beaucoup de temps d'ailleurs à comprendre pourquoi les gens n'aimaient pas le sourcing, parce que moi, c'est ce que j'adorais quand j'étais en recrutement. Moi, c'est l'inverse. Je supportais pas l'entretien. Il faut parler à des gens qui vous répondent.
Et en fait, c'est comme le métier de policier. Quand vous imaginez le métier de policier, et d'ailleurs, c'est un grand drame de la police, c'est que vous avez beaucoup de gens qui sont attirés par la partie médiatique. De la même manière que nous, l'entretien et la partie médiatique, eux, c'est l'action. Alors qu'en fait, en police, vous restez 90% du temps à faire des rondes dans le commissariat. C'est pareil, un footballeur, il passe le plus clair de son temps à s'entraîner et non pas à jouer des matchs. Donc, il y a un vrai intérêt à bien prendre conscience que le recrutement, c'est le sourcing. Et que le sourcing, c'est pas une annexe du recrutement. D'ailleurs, c'est une des valeurs qu'on portait, nous, au début de Linkuman, dont je vous reparlerai. C'est par là qu'on a commencé. Alors, comment on se réveille, comment on se positionne par rapport à ça? Parce que je vous ai dit qu'on parlera pas de futur. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'organise au présent? La première idée, ça va essayer d'acquérir une conscience politique. Alors quand je dis une conscience politique, c'est pas au sens politicien du terme, hein, c'est au sens d'identité, de qui je suis, de bataille des idées. Il y a un vrai intérêt à porter un peu la fierté du métier, à vous affirmer comme étant des recruteurs. C'est pour ça qu'on a aussi des sweatshirts. Je me balade pas comme ça dans la vraie vie. On a des sweatshirts à l'œuvre recruteur parce que l'idée c'est aussi de revaloriser le métier, qui est un beau métier en soi, parce qu'en fait, c'est un métier qui permet de donner de l'emploi à des gens. On l'oublie souvent, mais c'est pas les hommes politiques qui sont en première ligne sur le chômage, c'est les recruteurs toujours. Donc il y a un vrai intérêt à reposer la fierté et à passer à l'âge adulte. On est un peu dans l'ère enfant du recrutement où on a du mal à s'affirmer et à devenir une discipline à part entière. D'où c'est l'intérêt de la conférence d'aujourd'hui. C'est pas uniquement ce que j'aimerais faire, c'est si j'avais pu faire un drapeau, j'aurais fait un drapeau. Un drapeau pour faire une déclaration d'indépendance, pour affirmer vraiment la fierté du recrutement. En commençant aussi par la langue, par le langage, puisque je refuse maintenant qu'on me dise que je suis dans la RH. Maintenant, je corrige les gens en disant voilà, je suis dans le recrutement. À force de corriger les gens, une fois que vous refusez d'employer le mot RH pour vous désigner, forcément les gens vous posent la question de pourquoi. Et donc ça crée des conversations qui créent des conversations qui créent des conversations. Donc il y a un vrai enjeu à aller, j'allais dire porter la bonne parole, j'aime pas le terme, mais à aller vraiment infuser l'idée. Au final, le métier sera valorisé parce qu'on le valorisera nous-mêmes. On va pas attendre des autres qui le valorisent, alors que nous-mêmes on le valorise, que nous-mêmes on soit fiers. C'est quelque chose que je ne observe pas forcément. Il y a beaucoup de gens qui recrutent en courbant l'échine. Donc voilà, ce que j'aimerais vous appeler aujourd'hui, c'est la fierté du recrutement. C'est un beau métier, pas toujours reconnu. Je parlais de hiérarchie tout à l'heure. Effectivement, vous avez aussi une hiérarchie salariale. Faut se le dire, hein, on était tout à l'heure à une conférence sur le futur du recrutement, ce que je déteste. Et on se demandait comment attirer les jeunes, pareil, moi que je déteste. Dans le recrutement, on se disait peut-être quand les payants, ce sera bien. Si on payait les gens, c'est une bonne idée ça, non, payer les gens. Donc il y a aussi cette dimension de si nous-mêmes on valorise pas notre métier, c'est pas les autres qui vont valoriser pour nous. Quand je vous dis déclaration d'indépendance, il ne s'agit pas de déclarer la guerre. Alors moi, je la déclare. J'ai aucun complexe à déclarer la guerre, mais je sais que tout le monde n'a pas envie d'entrer dans cette radicalité, mais au moins ne pas courber les chines, ce que je vous disais, et à pouvoir répondre à ce qu'on vous dit, à pouvoir vous éduquer aussi, à pouvoir tenir tête à un manager et lui dire, ben non, moi je sais qu'un entretien structuré, c'est super, un entretien non structuré, moi je sais que ton profil n'est pas trouvé et à être autre chose que, mine de rien, alors j'ai pas parlé dans l'histoire du recrutement, mais il y a un moment où on a donné la tâche une partie du recrutement au manager. Donc en fait, on a scindé on a délégué une partie du recrutement et le manager devient un donneur d'ordre sur le recrutement. Et donc on a cette dimension qui arrive vite de donneur d'ordre à receveur d'ordre. Et si vous n'arrivez pas à vous en extraire, vous êtes vite perdu. Si vous n'arrivez pas à éduquer, parce que forcément le manager lui il n'est pas éduqué au recrutement. Donc il va forcément vous faire les choses qu'il a vues à la télé. Vous savez, j'ai fait un article là qui s'appelait Être méchant en entretien ne sert à rien. Et j'ai eu plein de retours de gens qui m'ont dit mais si, il faut être méchant. Enfin, je te le dis, moi, ça fait 20 ans que je recrute, ça marche comme ça, etc., etc. Et pour contrer ce genre d'idées reçues, il faut avoir reçu une éducation. Pareil, pour savoir comment faire un entretien. Moi, je pensais savoir faire un entretien. Non, j'étais formé par Jean-Baptiste Audry récemment et j'ai découvert plein de choses. Parce qu'en fait, l'entretien, c'est très dangereux parce que ça a l'air intuitif. Mais en fait, ça l'est pas du tout. D'ailleurs, une des objections qu'on vous fait quand on parle d'entretien, c'est de vous dire, ouais, mais ça s'apprend sur le tas. D'accord, la conduite aussi. Mais il n'empêche, il y a un code de la route. On l'apprend. J'ai fait le tour des objections les plus courantes que j'ai eues sur l'article, parce que j'ai fait un article sur STEM. Première objection, c'est que les deux disciplines sont liées.
Je vous avoue que je sais pas, on en parlera tout à l'heure dans la phase question, je sais pas trop ce qu'on va me dire quand les disciplines sont liées. Elles le sont, oui, mais le recrutement est aussi lié au marketing, le recrutement, voilà. N'hésitez pas à me challenger là-dessus. On m'a fait ce retour-là, je sais pas trop comment y répondre. On m'a fait ce retour de, vous comprenez rien. Voilà, c'est réducteur d'assimiler les RH à la gestion de paye. Oui, mais il n'empêche que 32% des effectifs, c'est la gestion de paye. Donc, il n'empêche que concrètement, vous avez un tiers de la RH aujourd'hui qui est dédié à une tâche qui pourrait être automatisée, dont la seule raison d'être est que, en fait, la législation est compliquée. Donc, vous avez une grosse partie de la RH qui, en fait, pourrait être automatisée. Sur le reste de ce que font les RH, j'ai regardé, j'ai pas tout compris, mais effectivement, il y a apparemment d'autres choses. On a fait un autre tour qui est aussi, on peut être bon dans les deux à la fois. Alors oui, évidemment, il existe des gens qui sont bons dans les deux à la fois. De la même manière qu'il existe des gens qui ont une femme par ville. Il existe des gens qui sont de bons, il y a sûrement des commerciaux qui étaient des anciens comptables, évidemment, mais dans le grand mouvement des choses, la raison même qui fait que vous aimez le recrutement en général, c'est la raison qui fait que vous aimez pas l'administratif. Autre objection qu'on me fait, c'est que la fonction RH est un sujet transverse. Je sais pas trop non plus ce que ça veut dire, parce que nettoyer le sol aussi, c'est un sujet transverse. Pourtant, c'est pas un argument. Donc, effectivement, c'est une fonction transverse. Et dernière objection qu'on me fait, c'est pourquoi dévaloriser les RH pour valoriser les recruteurs. Alors ça, effectivement, c'est un défaut que j'ai tendance à toujours trouver un ennemi, à brandir un drapeau. C'est plus facile d'entraîner des gens derrière ça avec un ennemi commun. Ou en tout cas, avec un drapeau commun. Concrètement, une fois qu'on a compris qu'on était de deux pays différents, qu'il y avait la Flandre, la Wallonie, qu'on ne parlait pas la même langue, qu'est-ce qu'on fait? J'ai mis du coup les propositions du moins crédible au plus crédible. Donc première réaction, c'est ce qui se fait plus ou moins aujourd'hui, c'est on rend les armes et on s'intègre dans la RH. Puis un jour on finit par devenir RH, les DRH, sans aucun mépris pour les RH, hein, mais on perd le cœur de son métier. Il y a beaucoup de gens, moi je me rappelle un Trou Paris, qui est un événement qu'on organise. J'ai une recruteuse qui me disait, voilà, moi quand j'ai commencé, j'avais très peur parce qu'on me disait que le recrutement, ça allait m'enfermer, que je pouvais pas rester, alors que moi, tout ce que je voulais faire, c'est continuer à recruter. Deuxième solution, la guerre. On s'affirme, limite on se sépare, on scinde le truc en deux. Pas très crédible parce que demande beaucoup d'énergie et qu'il n'y a pas forcément intérêt à rentrer en guerre. Le troisième choix qu'on peut avoir, c'est rejoindre un autre pays, qui est quelque chose qui a souvent été dit. Donc, on a la Belgique, Wallonie, Flandre, je sais pas, Luxembourg à côté, ce serait le marketing. Il y a des gens qui disent qu'il faudrait rattacher le recrutement au marketing. Je sais pas trop quoi penser de ça, on discutera, mais il y a beaucoup de gens qui vous disent rattacher le recrutement au marketing, et au final, c'est pas totalement absurde, ça a un sens. On peut mener une guérilla interne, ça veut dire qu'on reste dans la structure, mais on s'affirme comme recruteur et on essaye de tirer à soi. C'est un peu ce qu'a fait, pas citer son nom, mais quelqu'un qu'on avait ce matin qui disait au début, j'ai voulu convertir les gens à la marque employeur. C'est très dur, on me demandait à quoi je servais, et maintenant mon bureau est surchargé, tout le monde vient me voir. Donc l'idée, c'est voilà, comment au sein de même structure, j'arrive à intégrer. Et on m'a fait une autre proposition aussi, c'est rester unis mais autonome, c'est-à-dire de séparer. Donc vous auriez la DRH, vous auriez un directeur du recrutement et vous auriez un directeur du reste. Et donc ce qui permettrait d'avoir dans la même structure deux divisions très claires et deux lignes très claires. Dans la même idée, donc l'Union européenne, qu'est-ce que j'ai appelé l'Union européenne? C'est des pays qui sont pas une seule nation mais qui collaborent quand même ensemble. Et ça, je l'ai vu dans pas mal, je commence à le voir dans plusieurs entreprises. Je travaillais avec une banque qui a monté un cabinet de recrutement interne. Donc maintenant, elles ont quasiment un cabinet de recrutement interne. D'ailleurs, réfléchissez-y au fait qu'on délocalise le recrutement. C'est une des rares fonctions qu'on délocalise à ce point. Moi, j'ai plein de recruteurs, alors pas des recruteurs, du coup, c'est des RH qui font du recrutement, qui me disent, voilà, moi, je poste une annonce et j'attends. Ce que les anglo-saxons appellent le post and pray. Je poste, je prie. J'attends. Ça marche pas, j'appelle un cabinet. Donc, l'idée, ce qu'on pourrait nous amener, c'est essayer, justement,
de convaincre les gens qu'il y a il y a un vrai intérêt à avoir cette fonction en interne. C'est ce qu'ils ont fait aussi chez Carrefour. Chez Carrefour, vous avez un espace emploi. Donc, vous avez, je sais pas combien ils sont, 60, 70, 90 personnes qui sont dédiées uniquement au recrutement. Donc, c'est pas des RH, c'est que des recruteurs. Et donc, c'est une structure qui fonctionne et qui fonctionne quasiment comme un cabinet, mais pas que comme un cabinet, parce qu'il y a une notion de marque employeur, la notion, etc., etc. La dernière solution que j'ai vue et qui m'intéressait, c'était là, c'était chez Fiducial, qui est une boîte de 15 000 personnes, où ils ont une direction du recrutement qui est totalement indépendante de RH. Et depuis le début, quand ils ont monté la boîte, il y avait une direction du recrutement. Donc là, je sais qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont pas forcément d'accord avec cette vision-là, mais champ de réflexion à avoir. Qu'est-ce qu'on a choisi, nous? On a choisi de faire une stratégie de soft power. Bon, c'est quoi le soft power? C'est un peu de lobbying, c'est un peu de douceur en se disant que les choses marchent mieux en influence plutôt que par la force. Alors, j'ai oublié le vers de La Fontaine, c'est douceur et patience font plus que de bruit. Enfin, pardon, je connais plus mes classiques. Voilà, exactement. Patience et longueur de temps en plus que force et rage. Donc, comment on a commencé? Nous, on a commencé à l'origine par revaloriser le sourcing. On a commencé par là parce on partageait avec Laurent ce goût pour le sourcing. D'ailleurs, moi, j'ai découvert Laurent parce qu'il écrivait des articles sur le sourcing et qu'à l'époque, j'avais un blog qui s'appelait Les Sourceurs. Et donc, on a commencé par cet amour du sourcing en disant, voilà, le sourcing est un vrai métier avec de vraies compétences qui mériteraient d'être fait par des gens plus experts. Ce que disait, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, ce que disait Valère ce que disait Valère dans son article, c'est que vous n'avez pas beaucoup de recruteurs seniors au final dans l'entreprise. Vous avez beaucoup de recruteurs juniors avec un turnover de 3 ans, des gens qui passent, qui reviennent et qui reviennent. Donc, commencer par valoriser le sourcing en disant qu'il y a une vraie expertise et on n'est pas les seuls à avoir fait. Hein. Je crois que c'est Randstad qui a fait un centre de sourcing indépendant. Donc, je crois que c'est en Hongrie. Ils ont fait un centre de sourcing où il n'y a que des sourceurs, avec une vraie expertise, avec un directeur du sourceur. Ils pensent le sourcing comme de la R&D presque. Ils ont des sujets de réflexion. C'est un peu aussi ce qu'on essaye de faire, alors avec toute la modestie possible, mais on essaie de faire la R&D, de trouver ce que... Alors, notre R&D à nous, elle est moins compliquée qu'aux États-Unis. On se connecte sur le blog américain et on recopie. C'est plus simple. Grosso modo, c'est notre travail. Je me rappelle, j'ai croisé Glenn Cathy, qui est une des références du sourcing en Europe, à Amsterdam. Je lui ai serré la main, je lui ai dit, tu sais, on me paye très cher pour traduire ce qui est écrit. Donc, on a cette vraie dimension-là. C'est comme ça qu'on a commencé, avant d'acquérir nous-mêmes aussi nos propres pensées, nos propres autonomies, Et d'ailleurs, on a étendu le recrutement un peu par hasard au reste du recrutement. C'est-à-dire que nos clients ont commencé à nous demander des choses. Et moi, je me rappelle, après une première réaction, c'est moi, j'y connais rien en annonce. J'ai jamais rédigé d'annonce. Et au final, à force de travailler avec nos clients, on s'est rendu compte que si on avait quelque chose à dire sur les annonces, que oui, on avait quelque chose à dire sur la marque employeur, que oui, on avait quelque chose à dire sur l'entretien. Donc, c'est toujours ça l'idée, c'est comment vous partez d'un petit îlot qui était le sourcing et comment vous arrivez à coloniser le mot un peu brutal, mais comment vous arrivez à influencer tout le reste. L'autre partie qu'on a eue, c'est de porter la fierté du métier. C'est encore une fois ce que je vous dis avec I Love Recruiter, en se disant que le problème aussi de beaucoup de recruteurs, alors, moi, je suis très extrême dans ma pensée parce que j'ai un blog qui s'appelle Dessine-toi un emploi. Donc, je vois aussi les gens de l'autre côté de la barrière. J'en suis arrivé à la conclusion que la plupart des recruteurs étaient mauvais. Mais pas parce que les individus étaient mauvais, parce que la structure fait qu'ils peuvent pas s'épanouir, parce qu'ils prennent pas plaisir à leur métier. Parce que tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure aussi, si vous avez pas le contrôle, si vous subissez l'hégémonie, si en plus vous n'êtes qu'un receveur d'ordre d'un manager qui lui prend la décision, forcément vous aimez moins votre métier. Donc on fait partie des gens qui pensent que pour faire un métier bien, faut l'aimer et que le plaisir est la base de tout et que le plaisir est une chose très sérieuse. Et qu'en plus de ça, si jamais vous voulez faire, il y a pas de 36 solutions pour prendre du plaisir dans ce que vous faites, c'est apprenez. Apprenez le métier, ouvrez votre esprit. Plus vous allez apprendre d'un métier, plus vous allez aimer le faire. Plus vous allez aimer le faire, plus vous serez performant. Plus vous serez performant, plus vous allez aimer le faire. Parce que forcément, c'est plus agréable de faire des choses quand on arrive ou quand on n'arrive pas. D'ailleurs, je le vois, j'ai plein de recruteurs et de recruteuses que je connais qui font comment ça s'appelle ce truc? Des montagnes russes. Qui font des montagnes russes parce que j'ai recruté, je suis super content, j'ai pas recruté, je suis pas content. Voilà, il y a une vraie fierté. Plus vous performez, plus vous serez fier. Et donc voilà, portez les fondements théoriques. Prenez aussi en charge cette mission qui est de vous éduquer.
Alors nous, quand j'éduquais, hein, au sens très large du terme, au sens anglais du terme, de se former, il n'y a rien de pire que de pas se former. Moi, j'ai des gens qui me disent, j'ai pas le temps de me former. C'est l'équivalent d'aller dans un mur. Il faut toujours investir en vous-même. On parlait tout à l'heure de robots. Alors, je parle des gens qui aiment pas parler de futur, encore une fois, mais on parlait de robots. Ce que je disais aux gens, c'est moi, je connais pas l'avenir, mais en tout cas, si vous voulez être sûr de trouver votre place dans le monde qui arrive, apprenez à apprendre. Formez-vous. Vous voyez, c'est un drame que 90% des messages soient écrits comme des robots. Vous avez des gens qui vous disent, ma passion, c'est l'humain, mais j'écris comme un robot. Donc vraiment, je vous invite à repenser le cœur de votre métier, à vous former. Alors, c'est pas facile parce qu'il n'y a pas forcément la littérature. Pourquoi je vous ai montré ce livre? Parce que c'est un des rares livres qui parle du sujet. Alors, la première moitié est bien, la deuxième moitié est moins bien. Lisez au moins la première moitié. Et ouais, n'hésitez pas à lire, à vous former, à monter en compétences. Plus vous allez monter en compétences, plus vous serez sûr de vous. Et plus vous serez sûr de vous, plus vous serez crédible dans l'organisation. Plus vous êtes crédible dans l'organisation, plus on vous écoute. Donc l'idée aussi de ce que je vous dis, c'est pas de pointer du doigt le reste, les flamands du coup, pas de pointer du doigt les flamands, mais vous d'être fier de votre métier et forcément on vous écoutera. Et l'autre plan qu'on a, la stratégie qu'on a, c'est de répandre justement ce niveau d'éducation. C'est aussi le but de la conférence aujourd'hui. C'est pour ça qu'on la filme, parce qu'on va essayer de la poster. L'idée qu'on s'est dit, c'est que c'est pas prioritaire pour nous dans la mesure où nous, notre produit, c'est 3 académies qu'on vend au quotidien. Pourquoi on fait des conférences? Parce qu'on se dit que déjà personne va les faire et que si on est sérieux sur le fait qu'on veut une école, il faudra commencer à faire des conférences. Dans mes rêves les plus fous, comme je vous l'ai dit, on aura un jour un campus. Donc voilà, sur s'il y a un truc vraiment à retenir là-dessus, c'est n'ayez plus honte d'être recruteur, portez vraiment vos couleurs. N'oubliez pas qu'il y a un syndrome qui touche tout le monde, c'est que tout le monde croit recruter. C'est un syndrome qui touche plein d'autres métiers, hein, comme les publicitaires, etc. Mais justement, comment vous faites pour vous positionner comme professionnel crédible? Et surtout, posez-vous la question, est-ce que vous avez vraiment envie d'être recruteur? Encore une fois, hein, il y a les gens qui recrutent et les recruteurs. Donc, est-ce que vous avez vraiment envie d'être recruteur? Si c'est le cas, il va falloir tracer votre voie parce que la voie, elle n'est pas forcément dégagée. Alors, ce que je propose, c'est qu'on fasse une session questions-réponses. Qui me prend le micro du fond, Mohamed? Qui est parti? Pas une question, c'est juste une remarque. D'avoir entendu, je suis moins surprise qu'il n'y ait pas trop de RH généralistes dans la salle ce soir. Je veux juste reposer la question dans le micro. C'est pas une question. C'est pas une question, c'est une remarque. Elle a dit, elle n'est pas surprise vu mon discours, qu'il n'y ait pas de RH généraliste. Ça, je ne vais pas trop traumatiser les RH. Oui, ils ont l'air de survivre. On a un peu. Non, je partage assez. Ouais. Le problème, c'est que effectivement, c'est réservé aux jeunes et le salaire est effectivement réservé aux jeunes. Donc, il faudra faire des efforts au niveau des budgets, sinon la fonction risque d'être toujours réservée aux jeunes. Tout à fait. Et au final, c'est aussi, il y a aussi un problème de l'œuf et la poule. Parce qu'en vrai, par où on commence? C'est philosophique. C'est effectivement, tant qu'on ne valorise pas de manière salariale, il y aura un problème d'appel d'air, mais tant qu'il y a le problème salarial, ça sera là que. Donc l'idée, c'est ça aussi, comment j'ai pas la réponse là-dessus, mais effectivement, il y a un effort à faire là-dessus, en prenant en compte quand même que, encore une fois, un bon recrutement, si on prend au sérieux son recrutement, on peut économiser beaucoup de choses derrière. C'est ce qu'a fait Google. Ce qu'il raconte le DRH dans ce livre, c'est de se dire que si le recrutement est quelque chose de sérieux, eh ben on va le faire sérieusement et du coup, tout le monde va recruter. Donc, chez Google, chaque personne chez Google recrute. Vous avez personne qui recrute pas. Donc, chaque personne a entre 4 et 10 heures par semaine de recrutement. Les RH sont là pour faire les chefs d'orchestre, créer les questions structurées, etc., faire les formations à l'inclusion, etc. Mais c'est pas eux forcément qui recrutent. Et donc, vous avez tout le monde s'y met. Et si on est sérieux là-dessus, on le met en priorité. En ayant aussi en tête que c'est beaucoup d'entreprises vous disent qu'elles veulent recruter les meilleurs, mais elles recrutent comme toutes les autres, avec les mêmes annonces, avec les mêmes machins. Alors, a priori, si tu recrutes comme tous les autres, tu vas forcément avoir les mêmes candidats que les autres. Question? La problématique, elle est finalement aujourd'hui dans
dans un bouquin sur le recrutement, si on prend un livre dédié au recrutement pour lequel qui existe, la partie évaluation, c'est 30 pages sur 300 pages où on nous explique comment rédiger une annonce. Ouais. Et rédiger toutes les mêmes, moi hormis peut-être par moment quelques goodies, et ensuite comment gérer éventuellement l'entretien. Alors on vous explique qu'il faut serrer la main au candidat et puis bien l'accueillir. Merci, lui proposer un verre d'eau. Non mais c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'en fait le problème c'est que pour être pris au sérieux, il y a quelques années on s'est intéressé, je pense que on s'est intéressé à l'évaluation. On s'est rendu compte que la bibliographie finalement des psychologues du travail ayant travaillé là-dessus en France, elle était quasiment infinitésimale. Il y a aussi Claude Lévy-Le-Boyer qui a été prof à Paris 5 et c'est quasiment la seule qui ait vraiment travaillé là-dessus. On est très doué pour travailler sur le stress au travail, sur ce genre de choses, mais finalement sur l'évaluation de la compétence, et pas en tant que développement RH, mais véritablement l'évaluation de la compétence au recrutement. Et derrière, c'est finalement anglo-saxon. De même que la littérature sur le sourcing, je dirais que vous agitez le bocal depuis quelques années chez les Guillemans, mais auparavant, finalement, depuis toi avec ton blog, mais auparavant, il y avait très peu de littérature française, quoi. Et c'est pour ça qu'il faudrait qu'on fasse un livre. Mais on n'a pas le temps. C'était un projet qu'on avait avec Laurent et qu'on a finalement avorté parce qu'on est trop fainéant pour faire des livres. Mais il faudrait aussi, t'as raison, la bataille des idées passe forcément par une littérature, passe pas forcément par ce qu'on écrit. On essaye de le faire, c'est aussi le sens de ce qu'on fait quand on écrit des articles. Au-delà de, oui, ça nous rapporte de l'argent parce qu'en fait, les gens voient ce qu'on écrit et après nous demandent ce qu'on fait et finissent, on a beaucoup de leads entrants. Mais on a cette dimension de comment je crée une littérature qui est crédible. Ouais, il va falloir un moment créer une biographie. D'ailleurs, ça me rappelle une anecdote que j'ai avec une élève qui me disait, pour mon mémoire, je parle de sourcing et je lui disais, viens sur le blog de Linkemas, on a des articles. Elle me dit, ouais, mais c'est quoi votre bibliographie? Je dis, mais c'est nous la biographie. Parce que au-delà de la vanne, il manque vraiment d'une vraie littérature sur le recrutement. Je t'invite si tu veux un peu lire. On fera une conférence, vous avez vu, sur les 10 livres à lire pour le recruteur. Donc je vous ferai aussi une session comme ça où on partagera ensemble ces lectures. La prochaine ce sera comment organiser son temps. Donc comment je gère mon temps en tant que recruteur. Et ouais, sur les livres intéressants, t'as très peu de livres en recrutement. En vrai, tout ce qui m'intéresse, c'est des livres qui n'étaient pas sur le recrutement. Autre chose que je voulais dire sur faudrait qu'on réfléchisse aussi à notre propre recrutement. C'est-à-dire quel recruteur on recrute. Si on continue à recruter des gens qui font des formations RH, on risque d'avoir un problème. Au final, parmi les meilleurs sourceurs que j'ai rencontrés, c'est toujours pareil, c'est des psychologues, c'est des commerciaux, c'est des gens qui viennent de métiers ou qui sont plus en rapport avec le reste de l'RH. Donc il y a cette question aussi, c'est qui je recrute comme recruteur. Je vais prendre la question là, je vous donne le micro. Allez-y. Oui, mais justement, vous avez lancé un peu ma remarque parce que moi je suis en plein dedans, donc je suis en train de rechercher. Et j'ai un mal fou à recruter des recruteurs qui justement ne sont pas des parcours RH. Donc je trouve très intéressante l'idée de vouloir monter une école de recrutement parce que ça nous fait cruellement défaut. Mais à quel horizon vous le voyez? Parce que moi je suis tenté de dire c'est maintenant quoi. On y va présent. Si vous voulez, je viens vous aider, il n'y a pas de problème. Alors on est une petite équipe, on peut pas tout faire, on est que 8, mais... Non, c'est un gag, mais... Non, au-delà du gag, j'ai écrit un article qui s'appelle « Recrutement ». En fait, je me demandais à un moment comment inspirer notre communauté. Et j'en suis arrivé à « Le recrutement mérite son école ». Et en fait, Les marketeurs ont été très forts sur la marque employeur, donc pourquoi est-ce qu'on n'y arriverait pas sur le recrutement? Et en écrivant du coup « Le recrutement mérite son école », je me suis moins emporté par mon propre truc, et du coup maintenant je suis convaincu. On va faire une école. Je suis en train de faire du lobbying auprès de Laurent, vous voyez, comme ça, soft power. Je suis en train de mettre l'idée dans ma tête, de lui envoyer des trucs. J'aimerais bien faire une école au format le plus simple possible, qui serait des cours du soir, c'est pire. Des cours du soir, je sais pas, une formule, tu vois, je sais pas, tu viens tous les samedis, il y a des profs qui viennent, enfin, on réfléchit au modèle, mais ça pourrait devenir une réalité plus vite qu'on le pense, comme ça pourrait ne pas l'être, mais je suis assez chaud sur remonter une école. Peut-être aussi un peu de lobbying auprès des formations RH en général. On fait aussi, j'ai réussi à m'introduire dans une formation RH, donc à l'IGS, maintenant je donne des cours dans un cursus RH. La difficulté, c'est pour intervenir en master RH, justement. Pardon. Pour rebondir là-dessus, j'interviens en master RH. Je fais le même constat que toi. Moi.
Quand je pose la question début d'année, qui a fait du recrutement, j'ai 9 heures sur le recrutement, donc faut pas trop quand même. Non, j'ai réussi à négocier 25 heures. C'est bon. C'est plus fort. Mais c'est clairement pas assez. Mais globalement, ce que j'observe, c'est que recruter, c'est communiquer. Ça, clairement, là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord, pour ceux qui le faisons au quotidien. Et effectivement, on a des gens qui n'aiment pas communiquer. Pour qui le recrutement, c'est une souffrance, parce que recrutement, c'est égal à dépioter finalement des bases de CV. Communiquer, le recrutement, c'est une conversation. Et si tu n'aimes pas la conversation, c'est compliqué. Mais surtout pour beaucoup, le recrutement, parce que stagiaire, recruter, c'est quoi? C'est se fader. Alors, c'est plus des piles, maintenant c'est digital, mais en tout cas, c'est se fader du CV. Ce qui n'a aucun intérêt, on est d'accord. Et c'est là aussi, c'est que finalement, je pense que malheureusement, les formations RH sont pas forcément l'endroit où sourcer. Enfin, en tout cas, à l'heure actuelle, je recrute aussi. On a fait une recrue, il vient pas de RH, il vient de RSE. Je pense que globalement, c'est pas un bon. On les intéresse pas. Puis au-delà de pas les intéresser, forcément, tu sais, si la hiérarchie continue à être ce qu'elle est, je peux pas reprocher à des étudiants en RH de vouloir faire autre chose, parce que si ton origine c'est des RH, forcément que tu vas vouloir faire tout ce qui t'amène à des RH, tu vois. Donc il y a encore une fois un problème d'œuf et de la poule, qui est comment on arrive à démarrer l'étincelle. Mais en fait, je voudrais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que c'est pas une question de formation, est-ce qu'on est RH, est-ce qu'on est marketing ou commercial à la base, c'est qu'il faut aimer ce qu'on fait. C'est ça. Et moi, je suis RH, de formation RH, 100%, et j'ai adoré le recrutement dès que j'en ai fait, et je me suis spécialisée dans le recrutement, et j'en ai pas une seconde, parce que c'est un métier merveilleux. Alors, oui, d'accord, il faut valoriser ce métier, c'est vrai, et comme vous le disiez, il faut le valoriser. Je dirais pas que c'est forcément... Alors, je sais pas s'il y a suffisamment de matière pour en faire une discipline à part entière. Par contre, c'est un métier à part entière, ça c'est sûr. Après, de là, faire tout un master dessus, je ne sais pas. Par contre, des formations spécialisées, oui, bien sûr. Et je voudrais juste revenir... Tout un master, mais moi j'ai du contenu pour faire 5 ans de recrutement. T'inquiète pas, j'ai du contenu. J'ai du contenu. Moi, je viens pour des interventions. Mais ce que je voulais dire, c'est que... Effectivement, la valorisation, elle passe aussi par notre action quotidienne. Vous disiez tout à l'heure, le manager, les donneurs d'ordre. Non, on les conseille. On est là pour lui dire ça c'est faisable, ça c'est pas faisable. Et on doit lui donner des arguments pour qu'ils comprennent. On doit effectivement les éduquer et leur dire on est là pour t'aider à bien recruter. Et si tu ne suis pas nos recommandations, tu vas t'en mordre les doigts. En général, s'ils n'écoutent pas la première fois, ils se rendent très vite compte qu'ils auraient dû. Et la fois d'après, ils écoutent beaucoup plus. Et donc, c'est un travail au quotidien aussi en interne. Voilà, il faut se vendre et vendre l'entreprise auprès des candidats, et puis les vendre aussi en interne auprès des managers. Et donc j'ai envie de dire oui, il y a du marketing, mais on peut être RH et c'est pas du tout antinomique. Enfin, il y a des gens très bien qui ont fait une formation RH, hein. Ça arrive à des gens même très bien. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que RH, c'est pas administratif, c'est une fonction qui est très très vaste. Il y a la formation, il y a le recrutement, il y a effectivement la paye, mais une fois encore, ça dépend de la taille de la structure. Voilà, dans une PME, le RH, il fait tout. Dans une grande structure, forcément, ça va être différent. Et puis, ça dépend du secteur d'activité. Moi, je me suis pas reconnue dans le mépris ou ces choses-là. Moi, j'ai travaillé très très longtemps dans l'édition logicielle. Je peux vous assurer qu'en tant que recruteur, j'étais extrêmement valorisée. Enfin, on disait, comment tu fais pour les attirer? Le charme de ça. Mais voilà, c'est... Bon, je suis pas grande et blonde, mais voilà, au téléphone, ça fait illusion. Je pense que le secteur d'activité joue certainement, c'est peut-être comme ça que je ne me suis pas reconnue dans ce que vous présentiez, la dichotomie entre les RH et les recruteurs. Mais recruteur, c'est un métier à part entière. Et effectivement, le métier de sourceur devient aussi un métier à part entière qu'il faut vraiment valoriser parce que pour évaluer, il faut déjà qu'il y ait des candidats qui viennent. Et effectivement, il y a un changement dans les recrutements qui font qu'aujourd'hui, il faut déjà attirer les gens pour pouvoir les évaluer, les sélectionner et les faire signer après. Je vais quitter passer le micro parce que voilà, j'ai un peu monopolisé la conversation. Juste pour rebondir sur un point quand on se dit que c'est pas qu'une question de formation, qu'il faut aimer son travail. Oui, mais c'est pas un modèle réplicable à l'échelle. C'est-à-dire qu'il y a toujours des accidents. Moi, parmi les meilleurs élèves que j'ai eus, elles sont devenues recruteuses. Alors je dis elles parce que c'était des filles, mais parmi les meilleurs élèves que j'ai eus sont devenues recruteuses. Mais il n'empêche que si tu fais pas une formation qui permet d'avoir que la formation au final, elle va pas former uniquement les gens qui vont la suivre. Elle a un impact sur le reste de la société, sur le fait de se dire que c'est un vrai métier, sur le fait, tu vois, il y a cette vraie dimension de valorisation. Faut bien l'avoir en tête, hein, les gens n'aiment pas les recruteurs à l'extérieur. Moi, j'ai déjà vu des gens se faire agresser en soirée parce qu'ils ont dit, tu fais quoi dans la vie, recruteur? Ah, et
parce que le truc a mauvaise presse. Pourquoi? Parce que si on est mauvais et qu'on n'est pas formé, on fait mal. Si on fait mal, on ne répond pas au candidat. Si on ne répond pas au candidat, les candidats sont en colère. Je voulais rebondir un petit peu sur déjà ce qui a été dit ici, sur ce que tu as lu dans ce apparemment très bon bouquin, sur le fait que, par exemple chez Google, tout le monde finalement fait du recrutement. D'accord, c'est ce que tu dis. Et moi, par expérience, dans les entreprises, je me suis rendu compte que même un directeur de production, il a un budget, donc il a de l'argent à gérer. Il devient financier. Et puis il faut qu'il gère aussi un petit peu administratif RH, parce qu'il faut qu'il gère les congés, les maladies de ses équipes, donc il fait un peu de RH. Et on se rend compte qu'il fait un peu de tout. Et la seule chose qu'il ne fait pas, c'est le recrutement. D'accord, là, tout d'un coup, tu as du RH, tiens, il me faut un gars, quand tu ne sais pas faire, tu les connais, tu connais le métier, tu connais comment ça fonctionne. Et donc, je me pose la question, est-ce que finalement, le métier de recruteur ne va pas être dissocié, va disparaître, parce que finalement, tous les chefs de service peuvent faire du recrutement. D'accord. À la limite, quelqu'un qui sache aller chercher le candidat, voilà, est-ce que c'est pas ça la tendance? C'est-à-dire que finalement le recruteur en tant que tel va disparaître parce que finalement tout le monde théoriquement devrait être capable de le faire. Et dans ce cas-là, pourquoi pas créer autre chose qui ne serait pas du recrutement, mais qui serait d'attirer en effet les bons candidats. C'est ça le modèle de Google. Le modèle de Google, c'est de se dire, alors je sais pas à quel point ça marche, parce qu'il faut toujours. C'est toujours compliqué quand les gens vous vendent ce qu'ils font. Quand c'est quelqu'un d'une entreprise qui vous fait un cours de recrutement, forcément qui vous vend son entreprise. Donc il faut aussi différencier le. Je sais pas si vous avez vu un moment. Et d'ailleurs c'est marrant parce qu'il revient celle de son marketing, il fait un mea culpa, enfin un mea culpa. Je sais pas si vous avez vu, il y avait une espèce de pub de Google sur les autoroutes. C'était des parenthèses avec des chiffres exponentiels. Ça disait si vous connaissez les premiers chiffres de je sais pas quoi, de pas de fonction, envoyez-les nous. Et ça avait fait un buzz énorme. Il raconte en fait il a recruté personne comme ça. Donc forcément il faut différencier. Donc je mets ce bémol à ce que je vais dire, mais de ce qu'il raconte et qui a l'air quand même assez séduisant, c'est oui, ils n'ont pas de recruteur au sens où tu vas l'entendre de je vais être le seul à faire l'entretien, mais les recruteurs sont quand même là. Et d'ailleurs, il s'appelle lui VP of People. Et c'est eux qui vont organiser par exemple, ils organisent la fonction éducation. Je vous disais que l'éducation était clé. Donc l'éducation, c'est quoi? C'est de se dire, la science a prouvé que l'entretien structuré était supérieur. Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on se l'est dit? Donc ils ont mis en place le vrai processus. Ils changent les questions parce que si vous faites un entretien structuré, ça veut dire qu'il y a une fiche de questions et que si la fiche de questions, on vous la faites pendant un an, tout le monde la connaît à l'extérieur. Donc toutes les semaines, elle change. C'est les recruteurs qui la font. Ils ont un site pareil d'évaluation. Ils évaluent la performance avec les données. Ils regardent qui a la meilleure performance. Ils analysent aussi leur mobilité interne, c'est-à-dire qu'ils font une courbe avec le top 20% et le minus 20% et voir comment on aide ceux qui sont en queue, comment on promouvoit ceux qui sont en top et vraiment quand on lit ce qu'ils font, c'est vraiment une dimension de je suis chef d'orchestre avec un autre concept qui est intéressant, c'est que chez Google, à chaque recrutement, vous avez au moins une personne qui n'est pas partie prenante. C'est-à-dire c'est ni un manager, ni un recruteur, ni un futur collègue, c'est juste un mec de Google qui est là pour écouter et du coup qui a pas forcément de conflit d'intérêt. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est dans ce qu'il présentait. Juste pour rebondir sur l'interview structurée, ils doivent utiliser sans doute la méthode STAR. Je ne sais pas s'ils t'ont donné le nom. C'est ça, situation, tâche, action, résultat. Heureusement, ceux qui utilisent ça, nous dans le cabinet, on utilise cette méthode depuis très longtemps. On change bien entendu les questions en fait nous on a un référentiel de compétences, il doit avoir la même chose chez Google. Il y a 36 compétences dans notre référentiel, 9 items, 4 niveaux dans chacun des items et pour chacun des items on va avoir une vingtaine voire une trentaine pour certaines de questions potentielles, enfin de situations, parce qu'en fait on met les candidats en situation et dans le cadre de situation on fait ressortir des choses. Et en réalité dans le cadre de l'entretien on n'utilise que 3 questions par compétence. C'est ça le principe de la méthode STAR. Donc, d'un candidat à l'autre, heureusement, du coup, on a le choix parmi beaucoup de questions. Alors, par contre, c'est un vrai boulot. Ça demande un énorme travail au départ. Enfin, nous, on a mis 2 ans pour construire, ne serait-ce au départ, que le référentiel. Et on a mis 2 années de plus pour construire toutes les situations autour du référentiel. C'est pour ça qu'il y a tellement de travail que tu as un vrai intérêt d'avoir des recruteurs qui orchestrent ça. Tout le monde voit ce que c'est, STAR? Méthode comportementale. Donc je vois des noms de la tête. L'idée c'est que alors je le fais en très simplifié et très caricaturé, mais l'idée c'est au lieu de demander à quelqu'un est-ce que tu es persévérant,
tout le monde vous dit oui à cette question, c'est donne-moi une situation où tu avais preuve de persévérance. Donc la personne raconte ce qu'elle a fait et en fonction de ce qu'elle raconte, vous pouvez la juger ou pas. Bonsoir. Bonsoir. Donc moi je suis responsable d'un service recrutement en interne, dans une entreprise en interne. J'ai la chance d'avoir monté une petite cellule sourcing parce que je suis convaincue que ça ne peut être fait que par quelqu'un d'expert déjà, donc comme vous le disiez, avec une expérience, pas avec un stagiaire. Tu mènes la guérilla en interne. Exactement, mais finalement elle n'est pas si difficile que ça. Et là où ça a plus de mal à bouger, c'est finalement chez les recruteurs même, ou dans la RH. Alors, j'ai de la chance d'avoir une DRH qui a été convaincue par cette orientation-là. Et en interne, par rapport à nos clients internes, qui sont toutes les équipes pour lesquelles on doit recruter, pour eux, ils ont complètement adhéré tout de suite, tout simplement parce qu'ils observent une difficulté depuis plusieurs années à leur trouver des candidats. Et ils savent que finalement, ce qui est l'enjeu, c'est finalement de faire rentrer des candidats dans le pipe. Après tout le processus de recrutement, voilà, on sait faire et voilà. Et la deuxième réflexion, c'est de dire que si on veut que le métier de recruteur, alors je parle pour des recruteurs en interne évolue, il faut absolument qu'on ait des outils efficaces qui leur permettent de passer beaucoup moins de temps sur des outils qui ne sont pas efficaces et sur des processus quelquefois qui sont très longs, administratifs, parce que l'administratif, on peut aussi le retrouver malheureusement dans le recrutement. Je profite de ce que tu dis pour approfondir un point que j'aurais dû approfondir. Maintenant que tu le dis, je me dis j'aurais dû en faire un slide. En fait, ce que je disais à la fin, le vrai ennemi du recrutement, c'est les recruteurs, c'est nous en nous-mêmes en fait. C'est comme toujours, comme en toi, le premier combat, il est en soi-même. Effectivement, tu as beaucoup de personnes qui vont avoir du mal à désapprendre parce qu'on reste dans notre confort. D'où aussi le titre de l'événement, pourquoi je l'appelle le réveil du recrutement, c'est aussi pour ça. On a vite tendance à se reposer sur les acquis. Une des réactions que j'ai le plus souvent quand les gens écrivent des messages nuls, ils me disent « Ah, j'ai écrit un message classique ». Je dis « Mais non, t'as écrit un message chiant ». C'est pas classique, la musique de Mozart elle est classique, mais là c'est pas un message classique, c'est un message nul. Et en fait on a souvent tendance à faire les choses parce qu'on voit les autres le faire, et comme on a vu les autres faire des annonces comme ça, et ben c'est une grande médiocrité qui se reproduit, qui arrête pas de se reproduire parce que on ne désapprend pas. Et une des clés aussi pour ça, c'est que pourquoi les gens restent dans stagnent aussi, c'est parce que quand ils sont arrivés, ils étaient jeunes et pleins d'envie, et au bout d'un moment on leur fait comprendre qu'ils n'avaient pas forcément la crédibilité, et ils se sont rangés. Quand vous arrivez et que vous vous sentez crédible et que vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller, voilà, forcément vous avez moins tendance à stagner. D'autres questions? Alors moi, je me demandais si on n'allait pas quand même dans le bon sens pour les grosses entreprises, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même de plus en plus de Talent Acquisition Center. Et voilà, qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle structure? Est-ce que c'est une réalité qu'il y en a de plus en plus? C'est toujours compliqué de se positionner là-dessus parce que moi, je suis pas recruteur, je suis formateur. Enfin, j'ai été recruteur pendant 6 mois. J'ai vite compris que c'est pas mon truc. Mais c'est ce qu'on dit, hein, quand vous savez pas faire un truc, vous l'enseignez. Donc je suis devenu formateur. Mais du coup de l'extérieur, j'ai pas encore vu tant que ça de talent acquisition, etc. Par contre, je commence à voir ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est des espaces emploi, des cabinets internes. J'ai vu le seul truc de talent acquisition que j'ai vu, c'est avec comment s'appelle l'entreprise de Paul Mouchet, Axway, ils font un peu cette dimension de talent acquisition. Je vois pas tant que ça pour l'instant. Je vois pas tant que ça, mais effectivement, c'est un truc que j'appelle de mes vœux. Je travaille en cabinet de recrutement et j'ai l'impression que ça commence quand même à se généraliser comme démarche. Autre chose, alors dans une petite entreprise, on a dit qu'en effet l'activité de recrutement ne représentait pas forcément une grande part de l'activité par rapport à tout ce qu'il y a à faire. Je me demandais si on ne pouvait pas le regrouper avec tout ce qui est gestion des compétences et évolution des salariés en interne. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver des passerelles qui permettraient de valoriser le fait de savoir détecter les compétences des gens et les faire évoluer
soit en les intégrant dans l'entreprise, ou au contraire, en les faisant évoluer au sein de l'entreprise. Tout à fait, hein, c'est l'idée que je vous disais tout à l'heure sur le talent. J'ai dit recrutement, mais en fait, ce qui moi m'inspirait, c'est d'avoir une direction du talent avec la formation, avec la mobilité interne, avec etc., etc. Et aussi avec commencer à désapprendre des mauvais réflexes qu'on a. Je voyais tout à l'heure, on parlait de ROI du recrutement, on se disait, moi, un recrutement réussi, c'est un mec qui reste longtemps. Pas forcément. J'ai vu des gens qui restent longtemps et qui sont pas très bons. Donc voilà, avoir cette vraie expertise du talent et voir comment on fait bouger les gens, comment on évolue, comment on va au-delà des clichés du type comment gérer la génération Y en entreprise. Voilà. Il y a une vraie bibliographie à monter là-dessus et c'est un truc sur lequel on va travailler aussi. Mais on est tout seul, donc si on peut avoir de l'aide, ce serait cool. Juste une petite remarque, le Syntec avait édité et ils l'ont pas mis à jour, peut-être que le nouveau président le fera, une charte du recrutement responsable pour les recruteurs. Et franchement, le boulot qui avait été fait au départ était intéressant. D'ailleurs, ils ont juste parlé d'éthique, ils ont oublié eux-mêmes de s'appliquer eux-mêmes. On pourra couper ça au montage parce que faut éviter ce genre de choses. Mais vous pourriez très bien partir de ça pour écrire à un moment donné ce que le recruteur qui est en train de devenir un coach en trajectoire professionnelle doit être à un moment donné pour attirer potentiellement de nouvelles personnes sur ce secteur, parce que vraiment, je l'écrivais tout à l'heure en tweet, on fait vraiment un métier passionnant. Enfin, le recrutement, c'est quelque chose de vraiment génial. Et elle dit quoi la charte du Syntec, comment c'est voulu? J'ai plus tous les trucs en tête, mais il y avait une dizaine de points qui expliquaient que le recruteur est non discriminant, que le recruteur doit s'intéresser à la personne, doit suivre la personne dans le cadre de sa trajectoire professionnelle, j'ai plus tous les éléments en tête, mais c'était des choses plutôt en termes de valeur. Voilà, on était plutôt positionné en termes de valeur. Une remarque supplémentaire aussi quand on parle de formation ou d'éducation. Il y a deux niveaux, je pense, parce qu'on parlait de la dévalorisation du recruteur, et c'est vrai que c'est souvent facile de taper sur la tête du recruteur quand ça marche pas, quand le recrutement est pas réussi. Par contre, ce qu'on voit pas, c'est que quelquefois, le mal, il est beaucoup plus à la racine que ça. C'est-à-dire que l'entreprise qui recrute ou le manager qui recrute n'est pas toujours au départ très au clair avec lui-même et sur ce qu'il cherche. Et le nombre de fois où nous, en tant que recruteurs en cabinet, on voit des définitions de poste évoluer alors qu'on a quand même pris la précaution de bien valider les choses au départ et on se retrouve avec plus la compétence ceci, plus la compétence cela, plus ça. Je pense que l'éducation, la formation, il faut aussi la faire auprès de toutes les parties prenantes, c'est-à-dire et le monde RH, mais aussi le monde des opérationnels. C'est un grand débat qu'on a en interne. Moi, je fais partie des gens qui sont contre. Je lutte contre Laurent là-dessus, mais sur l'éducation. Parce qu'en fait, c'est le problème de cette démarche-là, c'est que c'est la même démarche qui consiste à se dire les élèves sont mauvais, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de se dire qu'il n'y a pas de mauvais élèves, il n'y a que des mauvais profs. Donc, tu as aussi la responsabilité de, oui, tu as un problème de communication. Le problème, c'est que je pense que attaquer le problème par ce bout-là va être très compliqué. Je dis pas que c'est pas une bonne idée, hein. Je sais que c'est très compliqué. Peut-être qu'on peut faire les deux. Et l'idée, c'est j'ai la mer en face de moi, je vais pas ouvrir la mer en deux, je vais essayer de construire une barque. Donc, comment je fais pour on a un module intro académique qui va peut-être arriver qui si j'arrive à lutter contre la procrastination, mais c'est de justement on m'a formé justement récemment à comment gérer ce cycle de relation avec le manager, éviter les erreurs les plus basiques. Tu vois, moi j'ai appris pas mal de choses, tu vois. Instinctivement, moi j'aurais donné les profils au fil de l'eau. Parce que je sais que ça me permet d'être plus proactif et d'avoir tout de suite des résultats. Ce qu'on m'expliquait, c'est que c'est pas forcément une bonne idée parce que si tu arrives au fil de l'eau avec un manager, il va se dire que c'est un filet ininterrompu. Donc il va dire non. Alors que si tu lui dis ce que je te donnerai à la fin, c'est une short list de 3 personnes, une liste de 3 personnes, tu te positionnes là-dessus, bah là ça marche beaucoup mieux. Donc je te rejoins dans ce sens-là, il y a un grand effort là-dessus et peut-être que la solution c'est de faire des 2 bouts à la fois. C'est la fait la poule. Hein. Finalement, notre boulot, ça va être aussi d'aller tirer le manager pour qu'il arrive à dire au fait, c'est peut-être pas ce que tu cherches. Je passe la parole. Bonsoir.
Je vais faire une petite remarque aussi, notamment par rapport à... Ça rejoint à la fois l'éducation et l'ouverture d'esprit. Le sourcing, c'est quand même quelque chose en France qui est assez méconnu, alors qu'on le retrouve dans des pays anglo-saxons et c'est déjà existant depuis plusieurs années. Moi, je connais très bien Sandrine Théard qui travaille au Canada. Et... Voilà. Et non, elle est pas en France. Ok, d'accord. Ok, bah dit, tu vois qu'elle ne veut pas passer. Mais pour le coup, Sandrine, elle a évoqué à travers les réseaux sociaux justement cet aspect du sourcing et du chasseur, avec vraiment l'aspect recrutement et l'aspect accompagnement. Le sourcing, c'est un peu ça aujourd'hui. Je vois en France, moi j'ai créé une marque qui est dédiée au sourcing pour les startups et on est obligé d'éduquer en fait à l'heure actuelle les startups à ce terme-là. Qu'est-ce que ça veut dire en fait quand on nous dit on source, ce qu'on vous propose, c'est Charlie.io. Quand on leur dit on est là pour vous accompagner sur la partie sourcing, d'accord, et l'objectif en termes, le recrutement, ça va être quoi? Non, on est sur la partie sourcing et donc on est obligé de leur définir vraiment ce qu'est le sourcing parce que c'est encore très très méconnu en France. Et je pense qu'on manque de curiosité peut-être. Et ça, ce n'est pas que générationnel. Ça fait partie vraiment de la mentalité française. Voilà. Je pense qu'avec une plus grande ouverture d'esprit, j'en ai un exemple tout bête, on n'est pas assez curieux à la fois même sur les outils. Quand on va se servir d'une personne qui a des compétences en particulier, typiquement dans tes blogs, tu parlais du scrapping, je me dis comment ça se fait qu'aujourd'hui les recruteurs ne vont pas vont sous-traiter cette partie-là, plutôt que d'aller voir en détail comment on le fait, comment on l'opère, comment très clairement on réalise aujourd'hui du scrapping. Et ça c'est très dommage en fait, la curiosité elle ne va pas jusque-là, en France en tout cas. On porte une part de responsabilité dans la méconnaissance du sourcing. Je sais pas, c'est une bonne idée d'avoir pris un mot en anglais. Parce que déjà, dans un pays où c'est un obstacle, où la langue est un obstacle, je sais pas si c'est une bonne idée d'imposer un mot en anglais. Et là, quand je dis nous, c'est Cynic Human, parce qu'on apportait ce mot-là. Et effectivement, quand tu dis juste sourcing à quelqu'un, il comprend pas. Quand je suis en soirée et que j'ai quelqu'un fait du sourcing, personne ne comprend. Du coup, ce que je dis, c'est j'aide des mamies à utiliser LinkedIn. Là, tout le monde comprend. Mais le sourcing, personne n'arrive à comprendre ce que c'est. Et la corrélation des achats. Parce que historiquement, tout à fait, on me dit là que la corrélation des achats, effectivement, historiquement, le sourcing est un mot des achats. Donc c'est un mot qu'on a. Non seulement c'est pas un mot français, mais en plus c'est pas un mot qui nous appartenait à la discipline à l'origine. Donc il y a ce problème de méconnaissance. En ce qui concerne la curiosité sur les outils, le scrapping, etc., on en revient à la formation. On en revient à citer. Moi, faut bien que tu aies conscience d'à quoi ressemble le recruteur moyen. Moi j'ai des gens qui tapent avec un doigt sur leur clavier, quand je leur montre comment ouvrir des nouveaux onglets, c'est déjà extraordinaire. Et donc forcément, moi, je vais te dire, j'ai déjà été en formation en arrivant en disant ouvrez LinkedIn. On me dit comment? Donc tapez LinkedIn dans Google. C'est pas la vanne, c'est pas encore là. Rigolez même pas, c'est la base. Et donc tapez LinkedIn dans Google et quelqu'un m'a fait c'est où Google? Donc forcément, quand t'es à ce niveau-là, parce que t'as pas eu la formation, parce que t'es plutôt tourné administratif, etc., bah c'est compliqué après de te déculturer. Oui, bonsoir. Je voulais demander en fait votre opinion sur le fait, est-ce que toute cette notion et les actions de la marque employeur aident vraiment les recruteurs et toute la communication sur l'entreprise, parce que c'est censé attirer les meilleurs talents, on va dire. Est-ce que ça aide vraiment, parce que bien évidemment, tout ce qui fait le recruteur, ça appuie l'image de l'entreprise, mais est-ce que ça marche bien dans l'autre sens? Qui ici aura envie de travailler chez Google? Par lever de main. Ok. Qui voudrait travailler chez L'Oréal? Personne. Qui voudrait travailler à BNP Paribas? C'est comme ça que tu sens. Tu vois, la marque employeur, c'est ça. Tu poses une question c'est les gens qui sont pas forcément intéressés tout court et que tu arrives un peu comme la marque normale. Et donc, effectivement, plus ta marque employeur est facile et plus elle est forte, plus ça va être facile de recruter. Le problème de ça, alors on a des grands anti-marque employeur dans l'équipe aussi. Alors, j'en ai pas parti, mais à Mohamed, je sais pas où il est, mais anti-marque employeur. Le problème de ça, c'est comment tu différencies la marque tout court de la marque employeur. En fait, c'est un sujet de marque tout court, comment j'attire les gens. Une chose qui est sûre en tout cas, c'est qu'on se gargarise à longueur de journée de marque employeur, mais qu'on ne répond pas aux candidats.
qui est un truc invraisemblable. Donc il y a une réflexion qu'il faut qu'on ait à un moment, c'est est-ce que je réponds à mes candidats, et en plus ça a des effets destructeurs. Quand vous regardez j'étais la dernière fois dans une école où il y avait un élève qui avait postulé chez Carrefour et il n'avait pas j'aurais pas dû citer le nom. Et il n'avait pas eu de réponse, et du coup il était hyper remonté, et à chaque fois que donc c'était un cours, hein, donc je parlais de plusieurs choses, et des fois je prends Carrefour en exemple, et à chaque fois je me sentais nerveux, donc je dis mais qu'est-ce qui t'arrive, et il a raconté son histoire, et t'as eu 12 personnes qui ont été dégoûtées d'un coup. Donc tu vois, c'est le même principe dans la vraie marque. Un client entre guillemets déçu, il va en parler à plein de gens. Donc oui, je pense qu'il y a une vraie action à mener, mais encore une fois, pas dans le futur, dans le présent. Est-ce que avant même de parler de marque employeur, je réponds à mes candidats? De mentalité aussi. Est-ce que le candidat, si tu dis marque employeur, ça veut dire que le candidat est un client. Et ça a plein d'implications qui sont pas si évidentes que ça. Mais c'est pour ça qu'il y a plein de sociétés de communication RH qui conseillent aujourd'hui de plus parler de marque employeur pour les entreprises, mais d'identité employeur. Pareil. Les mots de langue de bois évoluent et révoluent, mais c'est comme les SS2I, les ESN. Bah oui, parce que les SS2I, ça attirait plus. Bah oui, moi, je voulais juste revenir effectivement sur ce qui a été dit concernant le sourcing, parce que bon, moi, je suis vraiment spécialisé pour le coup dans le sourcing, comme tu le sais. C'est vrai que, en fait, je te rejoins sur un point. Je pense que les ennemis concernant le sourcing, ils sont dans nos propres rangs, puisque moi, quand j'ai commencé vraiment dans le sourcing, la première réflexion que j'ai eue venant de recruteurs, c'était ouais, mais le sourcing, c'est une basse-tâche, ça sert à rien, et clairement, voilà, voir des CV toute la journée, c'est bien gentil, mais au final, c'est pas intéressant. Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de personnes qui savent pas vraiment ce qu'il y a derrière le sourcing, parce que c'est vrai que c'est un mot qui vient des achats en ce moment. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui savent pas vraiment ce qu'il y a derrière. Mais en tout cas, moi, ce que j'observe, et c'est le cas notamment à travers la société que je représente aujourd'hui avec Vanessa, parce que mon rôle, c'est de justement développer le sourcing et créer une cellule dédiée au sourcing, c'est que je pense qu'il y a de plus en plus de gens, et notamment côté business, qui se rendent compte que c'est le nerf de la guerre, en fait, dans le recrutement. Et ce qui, moi, en tout cas, par rapport à mon petit réseau, ce qui me déçoit un petit peu, c'est que côté business, en fait, ils l'ont compris, mais il y a des recruteurs qui, malheureusement, l'ont pas encore compris, en fait. En tout cas, je parle par rapport à mon petit réseau, par rapport à ce que je vois. C'est pour ça que je te disais que dans le recrutement de recruteurs, il ne faut pas recruter des gens qui aiment les humains, ce qui est le cas de quasiment tous les humains, normalement, mais recruter des gens qui connaissent le business, qui savent comment ça s'articule. Autre truc, on parlait d'hégémonie culturelle à un moment. Tu vois, quand tu regardes n'importe quel film, quand on met en scène une scène de recrutement, c'est toujours pareil. C'est des gens qui postulent et qui envoient leur CV et qu'on trie. Donc, cette image de recrutement, bah, tu vois, Sandrine Théard est là, je te l'avais dit. Tu vois, culturellement, ce que tu vas voir dans les médias, ce que tu vas voir dans les films, et ça, on a un impact là-dessus. On a l'impression qu'on n'a pas d'impact, mais plus tu vas travailler. Tu sais, il y a une phrase qui a l'air toujours bateau, c'est soit le changement que tu vas avoir dans le monde. Mais en fait, c'est vrai. Si tu arrives, toi, à impulser le truc, c'est fatigant, je sais. Moi, ça fait 3 ans que je me fatigue, je commence à saturer aussi. Mais à force de planter des graines, qui plantent des graines, peut-être qu'à un moment, on va arriver à avoir cette conscience. Et comme tu dis, c'est assez étonnant que les gens en business ont souvent cette plus de conscience que les gens en recrutement. Donc, l'idée, c'est, j'en reviens là, comment je recrute les recruteurs. Oui, moi j'avais juste une remarque par rapport au recrutement en général. Je trouve qu'il est très associé un petit peu à un terme à l'ancienne, dans le sens où c'est compléter les troupes, quoi. Il faut rajouter un de plus dans les rangs. Parfois, je vois des entreprises qui se flattent de faire 5000 recrutements à l'année comme étant l'élément qui fait qu'on va bien, en fait. Et je constate qu'en fait, c'est une erreur. C'est comme disait une autre personne, à un moment donné, c'est aussi une histoire collective. Le recrutement, c'est pas juste le recruteur. Et que déjà, si l'entreprise considère que faire du volume, et on voit les recruteurs comment ils s'acharnent à faire toujours plus de recrutement sans pour autant recruter les bons, les profils atypiques, on les oublie, on va chercher des mots-clés, on va chercher, le sourcing aide à trouver parfois des gens un petit peu hors des cases, mais au final, le recrutement, c'est beaucoup de formatage. Peu de personnes apprennent finalement à dénicher les talents et puis aller chercher des gens qui sont complètement
hors des sentiers battus, parce que ça rassure en fait. Le volume et les clonages rassurent dans le recrutement. Et ça, je ne sais pas comment on pourrait aider à, justement, toi qui parles de guerre, à compléter les troupes, mais autrement qu'avec justement des gens qui se ressemblent en fait. C'est compliqué parce qu'en fait, tu as plusieurs dynamiques dans le marché qui font ça. Première dynamique, comme je disais tout à l'heure, on a à un moment accepté de déléguer la tâche aux managers qui recrutent, parce que les Anglais appellent hiring manager, et de prendre des ordres de hiring manager. Donc forcément, tu n'es pas entièrement libre de tes mouvements. Deuxième chose, dans un pays où structurellement tu as 10% de chômeurs. Quand tu as 10% de chômeurs et que tu as un flux comme ça, c'est comme les appartements à Paris. Tu regardes les appartements à Paris, les critères pour un appartement, ils sont idiots. C'est complètement stupide. Tu fais une queue avec 10 personnes. Enfin bref, on te demande 3 fois le revenu pour des. Toi, j'habite dans un 22 mètres carrés pour 800 €. Donc quand tu fais 8 fois 3, c'est 2004. À 2004, normalement, dans une ville normale, tu n'habites pas dans un 20 mètres carrés. Donc forcément, une fois que tu as un métier qui a ce point en rapport de force, il va se mettre à utiliser des critères de clonage. Parce que pour le se rassurer, il va répliquer. Et on en revient toujours à la même chose, c'est l'éducation. Comment j'éduque les gens à recruter autrement. Sur le volume, c'est pareil. Tu as raison, recrutement, c'est un terme qui est militaire. On le sent dans la recrue. Donc, c'est un terme qui est militaire. Et effectivement, tu as une autre donnée, c'est que beaucoup de gens vont recruter en volume. Et tu te retrouves avec des entreprises qui sont hyper grandes et qui font moins que des entreprises qui sont toutes petites. C'est ce qui est marrant d'ailleurs dans les startups. Tu regardes, c'est un exemple qu'on a donné à RMS Conf qui m'a fait rigoler, c'est WhatsApp. Ils étaient 60 et ils ont une boîte qui vaut autant que Renault, où ils sont X 1000. Tu vois le truc. Donc, tu as effectivement cette dimension-là. On a un autre souci qui est tu as une espèce de syndrome qui fait qu'en fait, j'ai oublié comment il s'appelle, le principe de Peter. Le principe de Peter, c'est quoi? C'est les gens tendent à s'élever à leur niveau d'incompétence. Ça veut dire quoi en français? Ça veut dire qu'en fait, t'es bon, on te fait monter. T'es bon, on te fait monter. T'es plus bon, tu restes là où t'es. Donc, t'as plein de gens qui sont pas bons. Là où ils sont. Ils auraient dû rester au niveau juste en dessous. Donc, t'as ce syndrome qui est là aussi. Et qui est là aussi parce qu'en France, pour monter dans la légitimité, dans l'échelon ici, on pense des managers. On pense monter dans la structure hiérarchique qui fait que t'as beaucoup de gens qui font polytechnique, qui sont formés à la plus grande ingénierie qu'on sait faire et qui finissent manager. Tu vois, donc, tu as ce problème-là. Et tout ça, malheureusement, j'ai aucune réponse optimiste à t'apporter. Je ne sais pas comment on va faire. Alors, j'ai une question. Moi, je travaillais avant au cabinet externe, maintenant je suis en interne. Et je voulais savoir ce que tu pensais pour un recruteur de travailler en remote. Donc, comme c'est la guerre, comme tu as dit, pour se préserver de tout un tas de choses, voilà, des problèmes le recruteur fait aussi remonter les problèmes des managers à la hiérarchie. Pour ça, on peut se faire... ça peut ne pas être une position confortable, même si moi, personnellement, j'adore ce que je fais. Sinon, j'aurais déjà quitté parce que c'est vraiment pas facile. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est une manière de perdre la face, de travailler en remote, ou bien c'est une bonne idée? En fait, tu veux que je t'aide à négocier auprès de ton employeur un télétravail? Il m'a dit ok, c'est bon, pas de problème. Pas mon employeur, en fait, j'ai une... J'aurais du mal à te répondre à la question parce que je suis dans une boîte qui est tellement culturellement éloignée de tout ça que, tu vois, moi, il y a pas de remote chez nous. Je travaille dans mon lit quand je veux, dans le bureau quand je veux. Enfin, c'est une notion qui, moi, m'échappe. Et donc, j'aurais du mal à avoir un vrai avis là-dessus. Seule nuance que je peux apporter, c'est que, on n'en a pas parlé, mais on en sera l'objet de notre conférence, mais au final, c'est la culture qui recrute. Tu vois, c'est la culture d'entreprise, qu'est-ce qui me différencie, c'est la culture. Et plus tu vas rester éloigné de l'entreprise, plus tu vas perdre aussi pied avec la culture. Donc, je sais pas comment te répondre, mais comme je dis à mes étudiants, arrête de poser des questions, essaye, on verra bien. Catherine? En fait, bonsoir. Moi, j'ai pas forcément de questions. Je me suis éclaté ce soir à vous écouter tous. En fait, je voulais juste partager le plaisir que j'avais à cette conférence, même si je ne pose pas le recrutement et les RH personnellement, sachant que je suis venu au recrutement, au RH et au recrutement par hasard. J'ai la chance de travailler pour un opérateur de jeux en ligne depuis 7 ans. Et depuis 7 ans, en fait, je n'ai aucune journée qui se ressemble, tout simplement. J'ai la chance d'avoir des boss qui ont visiblement été inspirés par Google, puisqu'effectivement, ils considèrent, j'ai la chance de ne pas avoir de deadline la plupart du temps sur les recrutements que je fais. C'est génial. Enfin, quoique en ce moment, j'en ai un peu une petite pression parce qu'on est en train de se développer sur l'Europe et
il y a des deadlines, mais la plupart du temps, j'ai pas de deadline. J'ai la chance de travailler non seulement sur le recrutement, mais également sur la mobilité interne et également sur la formation des collaborateurs. Mais ça ne m'a pas empêché, parce qu'on a une PME, effectivement, de travailler sur les élections des délégués du personnel. Sur la partie formation, il y a des dossiers de prise en charge au cas qui sont assez administratifs et qui sont bien chiantes, franchement. Pour tout dire. En tout cas, voilà, c'était juste pour dire que j'avais vraiment eu plaisir avec... Et en tout cas, moi, j'ai eu la chance, par la fonction et les contributions qui me sont demandées depuis 7 ans, d'être recruteur et d'avoir pris conscience finalement petit à petit de la fierté que j'avais d'être recruteur, parce que je pense que beaucoup de la réussite de la boîte tient à moi. On attend de moi quasiment que je fasse de l'artisanat, justement, quand je dis que j'ai pas de deadline la plupart du temps. Et pourtant en ce moment ce serait bien que j'aille plus vite, et ben ils sont hyper conciliants, ils m'ont laissé partir pour que je sois là à 18h. Il y a pas mal de boulot en ce moment. Et enfin voilà, c'était juste pour partager ça et pour dire qu'effectivement, pour moi, même si effectivement je suis convaincu, et je suis dans cette, je dirais dans cette expérience d'ailleurs actuellement des enjeux qu'il y a à former vraiment des recruteurs, je suis actuellement en train de beaucoup transmettre de mon savoir que j'ai acquis pour justement augmenter la capacité, la force de frappe, on va dire. Et autant je pense qu'il y a effectivement une nécessité de former, autant je pense que c'est aussi un petit peu de l'artisanat et qu'il faut lui laisser le temps de bien faire. Il faut être à l'écoute de l'entreprise. J'avais du mal j'ai pas très bien compris par exemple la réaction là, enfin le dernier propos avant moi, parce que justement moi j'estime, j'ai fait une formation en informatique en fait avant d'arriver au recrutement RH, et je considère à chaque fois qu'on me confie un recrutement que j'ai un cahier des charges qui m'est confié. Le cahier des charges, il n'est pas toujours très précis, il faut que je le précise. Il faut que je tienne compte de la structure, que je tienne compte du manager. Je ne vais pas forcément recruter le même type de personnes selon les managers. Et je sais que la durée du recrutement va aussi dépendre du manager avec lequel je travaille, parce que voilà, il n'est pas forcément très réceptif aux éléments que je peux lui apporter, etc. Ou au contraire, il va être très réceptif au feedback que je vais lui faire sur là, il faudrait plutôt aller vers tel type de profil, ou écouter ci, etc. Parce qu'en fait, ma vision du recrutement, à moi, c'est que en fait, je me considère un peu comme une marieuse. C'est-à-dire que je considère qu'au-delà du fait que j'exécute un cahier des charges pour la société en tenant compte de l'esprit de la société, c'est-à-dire que je ne recruterai pas forcément le même profil de la même manière pour une autre boîte, et en même temps, je considère que je suis aussi là, c'est mon côté humain en tant que recruteur, de trouver, d'aider quelqu'un à trouver son aspiration, en fait, de trouver la boîte qui lui va. J'arrête, je te promets. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que des fois, j'ai eu des candidats qui étaient compétents, en face de moi, des candidats qui étaient compétents dans le métier, qu'on allait leur demander de faire, mais qui ne correspondaient pas à l'esprit de la boîte, par exemple. Et on est passé à côté. Enfin, on est passé à côté. J'ai fait le choix d'écarter le candidat. Effectivement, parfois, j'ai poussé des candidats qui étaient vraiment dans l'esprit de la boîte, avec parfois la direction un peu sceptique, et puis finalement, quelques années après, ils sont bien contents d'avoir les personnes, parce qu'elles participent à la réussite de la boîte. Et dernière anecdote, ce qui est marrant, c'est que quand j'ai rejoint cette boîte, on était 39, et mon entretien avec les boss, c'était, je leur ai posé la question, mais au fait, quels sont vos objectifs de recrutement, en termes d'effectifs, etc. Ils m'avaient dit, on ne dépassera pas les 80, etc. Parce que finalement, effectivement, ils avaient eu d'autres expériences de start-up avant, où ils avaient eu des difficultés à gérer la croissance, où finalement, le moment où on ne se connaît plus, on ne connaît plus les prénoms des gens, etc. Il m'avait répondu donc de façon assez sèche, on ne dépassera pas les 80. Et du coup, quand on est arrivé à 90, j'ai offert le champagne à tout le monde dans la boîte. Et là, on est 120 aujourd'hui, et là, on envisage de se développer sur l'Europe, et c'est vraiment une super aventure. Voilà. Et je pense que j'ai un rôle important dans... Ce qui est super intéressant dans ce parcours, et tu le dis quand tu dis que vous êtes arrivé à 39, et ça aurait pu, j'ai pas pensé, mais ça aurait dû être une des solutions géopolitiques que je proposais, c'est que c'est très compliqué de changer les choses dans un grand groupe en interne, et quand tu arrives aussitôt dans la vie d'une boîte, en fait, finalement, en recrutement, c'est toi. C'est-à-dire que tu crées tes process, tu crées ta conviction, et une des solutions qu'on pourrait avoir nous aussi, c'est d'essayer de prendre des positions stratégiques dans des entreprises qui vont croître, et après, une fois que ça croît, tu vois, tu as ta vision qui peut être déployée. Une dernière question? Une dernière question. Je repensais à la citation de Peter Drucker, la culture, its strategy at breakfast. C'est exactement ça, sur le fait de trouver ces notions de culture. En fait, j'ai une question, parce qu'on parle de sourcing, de recrutement. Je
j'ai du mal, enfin, tout à l'heure, monsieur, derrière moi, a parlé de, voilà, un sourceur. En fait, je comprends pas. En fait, pourquoi cette dichotomie? Non, mais je le fais, enfin, un peu bêtement. La dichotomie entre sourceur et recruteur, en fait. Enfin, qu'est-ce que recouvre finalement le sourcing, puisque tu en parles beaucoup aussi, pour vous? Enfin, moi, j'ai commencé il y a 15 ans, j'étais chargé de recherche avec un Minitel et des annuaires d'école. Et de la chasse dans le dur, bah ouais, non mais... Et puis, depuis, on a évolué, Dieu merci. J'ai l'impression d'être un peu un dinosaure, mais... avec le CV papier. Mais voilà, mais c'est... et à l'époque, bon, on parlait de chargé de recherche. Enfin, moi, j'ai été chargé de recherche, j'ai été patron de chasse, après ensuite, bon, bref. Et j'ai du mal à comprendre, enfin, par moment, pour moi, le sourcing, alors je me dis, c'est des outils. Mais voilà, j'aimerais savoir un petit peu par rapport à ce que revêt cette réalité. J'ai évité à dessein cette partie-là. Pourquoi? Parce que chaque combat en général a ses divisions. Et tu vois, comme Malcolm X, par Martin Luther King, le Parti socialiste, le Parti communiste. Donc j'ai évité de réaliser cette division. Mais tu as une division interne, effectivement. Tu as des gens comme toi ou moi qui pensons que le sourcing est le recrutement. Enfin, c'est une position, le sourcing c'est le recrutement. Il y a d'autres qui vont te dire non, le recrutement c'est le reste. Donc je suis pas rentré là-dedans parce que c'est une division interne, mais quand même on va fouiller le sujet. Si je synthétise les pensées de ce que je vois autour de moi, t'as la vision, le sourcing c'est la personne qui va, enfin c'est les tâches qui vont de j'identifie les gens jusqu'à l'entretien, jusqu'à même la préqualification téléphonique. Et le reste commence à partir de là. Et tout le reste, c'est du recrutement. La marque employeur, l'entretien, l'évaluation, etc. Je dis pas que je suis d'accord, moi, avec ça. Encore une fois, moi, je parle des gens qui pensent que le sourcing est le recrutement, mais c'est ça que les gens veulent dire quand ils te disent d'un côté qu'il y a le sourcing, d'un côté qu'il y a le recrutement. Et en fait, c'est aussi une manière de se dire que, vu que moi, j'aime pas le sourcing, je veux dire que c'est autre chose. Et du coup, moi, je serais un vrai recruteur. Tu vois, il y a aussi une stratégie derrière. Et dans les faits, en réalité, dans les entreprises, les recruteurs jusqu'à maintenant ne faisaient pas de sourcing. Oui, mais le métier a un peu changé. C'est-à-dire qu'au départ, on pouvait tous être recruteurs. C'est-à-dire que les CV arrivaient à nous dans tous les services, qu'on soit RH ou autre, ou services opérationnels, les CV arrivaient. On pouvait tous être recruteurs. Maintenant, on peut tous être sourceurs grâce à LinkedIn. Donc, c'est ce qui fait aussi... Oui, et il faut continuer à se professionnaliser sur ce métier aussi. Et c'est ça le point. C'est que c'est ça aussi, je pense, c'est l'accès aux CV qui avant était l'apanage des cabinets de recrutement qui cachaient leurs fichiers comme étant leur trésor de guerre parce que c'est ce sur quoi ils valorisaient leur entreprise. Maintenant, tout le monde a accès aux candidats. En revanche, pour trouver le bon candidat, c'est un métier. Et là, je pourrais faire une déclaration d'amour à ma sourceuse à côté, mais ça, c'est un peu dangereux de dire ça avec que des recruteurs d'ailleurs. Mais c'est sûr que le métier a changé, et notamment la dimension sourcing. Il y a aussi une autre dimension à prendre en compte qui, pour compléter la réponse à ta question, c'est que tu as le même phénomène en fait entre le sourcing et le recrutement qu'entre le RH et le recrutement. C'est-à-dire que généralement, les compétences qui t'attirent au sourcing sont totalement inverses aux compétences qui t'attirent à l'entretien. Qu'est-ce qui fait que moi j'aimais pas l'entretien? C'est que moi, qu'est-ce que j'aimais? J'aimais faire du scrapping, aller sur les sites, trouver des gens, les voir et faire un entretien avec eux. Tu vois, donc t'as aussi cette dichotomie interne qui fait que les gens vont être poussés plus par l'un ou par l'autre, et à la fin ça fait deux métiers différents. C'est là où justement, je trouve qu'aujourd'hui, si je vais volontairement je pense que sourcer, si sourcer c'est identifier finalement, ça a la portée de gérer effectivement n'importe quel stagiaire aujourd'hui avec les outils qui existent. Alors, je pense que sourcer c'est bien plus que ça, c'est raconter une histoire en fait. On raconte une histoire et on construit une histoire avec les candidats. Il y avait le terme marieuse qui a été dit. Ouais, moi je me présente comme ça, je suis une marieuse. Et ce que j'explique aux candidats aussi... Ça passe moins bien avec toi. Faut se raser. Mais, et au-delà de ça, c'est raconter aussi aux candidats que finalement le recruteur il a aussi un problème à résoudre. Parce qu'on l'oublie souvent, on parle du recrutement, le recrutement c'est aussi la statue du commandeur. Moi, il y a 4 ans maintenant, c'était La Gueule de l'emploi qui était sorti, ce film, documentaire sur le recrutement, je crois que c'était au GAN, qui était terrifiant, mais c'est expliquer aussi aux candidats que, en tout cas, c'est partie des choses sur lesquelles je milite, c'est casser la statue du commandeur qui est le recruteur et expliquer aussi que le recruteur c'est d'une part un être humain et qu'il a aussi un problème à résoudre avec sa pression, avec ses problématiques, qu'il n'a pas tout,
il n'a pas par moment tous les éléments. C'est pour ça que les allers-retours avec les opérationnels, même si parfois ça nous amène à avoir des shortlists à valider, mais c'est aussi le job, on est payé pour ça. Ouais, c'est aussi ce dialogue en fait permanent avec les opérationnels, avec avec les candidats. Et puis je trouve passionnant. C'est pour ça que la dichotomie, je la trouve presque triste. Ce genre de discussion est presque religieux. Tu pourras enfermer des gens dans une salle pendant 30 ans. Tu rouvres la porte, ils sont toujours en train de débattre. Comment on contourne le problème, nous, pour pas diviser la communauté? Parce qu'à la base, nous, on avait c'est que j'ai trouvé un point de ralliement qui est la voix avec un X, c'est-à-dire l'écriture, comment je parle à des gens. Et au final, quand tu sources, il ne suffit pas de sourcer, tu dois leur envoyer un mail, et donc il faut qu'ils répondent. Tu dois les appeler. Quand tu l'entretiens, tu parles. Donc un des grands axes qu'on développe aujourd'hui, c'est trouver sa voie VOX. Ça sera d'ailleurs une des conférences qu'on va faire dans les 10 conférences Surveille du recrutement. Et tu vois, j'ai commencé à lire là des livres et des articles de copywriting, donc publication, conception, rédaction, qui est l'art publicitaire d'écrire des messages. Et il y a de vraies perles là-dedans. Donc si tu veux un anneau pour les réunir tous, c'est l'écriture. Il y a de plus en plus de sourceurs derrière qui participent aux entretiens de plus en plus. C'est un phénomène. Nicolas parlait du sourcing en Hongrie, là. De plus en plus, ils couplaient le sourceur qui mettait en entretien pour qu'il soit aussi impliqué, puisque c'est lui qui a fait le brief, et suivre la mission. Donc, la limite entre les deux est parfois de plus en plus floue. Donc, on est d'accord. Je travaille quand je recherche comme ça. Ne nous divisons pas. Non, mais je dis. On verra après, quand on aura gagné la bataille. Merci à toutes et à tous. Il y a 2-3 chiffres de quoi grignoter. Merci à Garby Paul de nous avoir accueillis aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire, Laurent? Non, juste le 25 avril, c'était pour redonner la date, je sais pas si tu allais le dire du coup. Je dis pas parce que j'ai un projet secret dont je n'ai pas parlé, qui est d'en faire une plus vite. Donc j'aimerais bien faire une en 2 semaines. Je vous redis les dates. En tout cas, la prochaine sera comment gérer son temps en tant que recruteur. Merci. Il y a des choses à grignoter. Merci Nicolas.